Allez, madame, monsieur, recevez notre chaleureux bonjour et merci infiniment de vous asseoir confortablement, certainement devant votre petit écran ou encore avec votre smartphone à main. Soyez la bienvenue. C'est 10-12 le Zénith, l'émission devenue un talk show. Rendez-vous aussi pour beaucoup d'entre vous. Merci de la confiance et de vos nombreux encouragements. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce vendredi 5 juin 2020. Et vous le savez, le silence étrange du gouvernement autour du décès de Samuel Ouazizi. Qu'est-ce qui se passe? On nous annonce dans le Sirac que certainement dans les heures à venir, le gouvernement camerounais se prononcera sur le décès de ce journaliste camerounais qui serait mort dans des conditions troubles et qui jusqu'à aujourd'hui reste inexpliqué. Aucune explication malgré quelques remontées et surtout sur la toile, ça fait parler tout le monde et les hommes politiques aussi et qui ont suivi le mouvement. Madame, messieurs, restez des nôtres. On le dit même pendant que nous y sommes qu'une marche serait en train d'être entamée pour pouvoir revendiquer que des explications rapides soient faites autour du décès de Samuel Ouazizi. Et ensemble, unis pour la même mission, vous servez d'ailleurs, comme c'est le cas, Charles-Amène Batchoum, Bonbon Bengan, Karine Santia et Dominique Audrey Oyengelek. Nous sommes là pour vous servir. Allons déjà dire bonjour à Charles-Amène Batchoum. Bonjour Charles. Bonjour monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à vous, Bonbon Bengan. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Au départ, on disait que les provinces septentrionales ou alors les régions septentrionales étaient un peu épargnées du Covid-19. Cette fois-ci, l'œil du Sahel nous annonce que le septentrion compte déjà 11 morts au cuit de Covid-19. Ça commence à être inquiétant. 11 morts alors que le Cameroun aujourd'hui est passé à plus de 7000 cas de Covid avec plus de 200 morts. Aujourd'hui, on nous annonce aussi un peu plus de 3000 personnes guéries. On a envie de savoir jusqu'à présent avec quoi est-ce qu'ils sont soignés. Certainement dans les jours à venir, on aura d'éventuelles réponses autour. Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Et on va également dire bonjour à Dominique Audrey Oyengele qui est avec nous ce matin. Et rapidement, avec vous Dominique, non seulement on vous dit bonjour, mais que nous réserve ce matin l'histoire du jour? Alors, bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Marcel qui nous dit qu'en 2017, il a fait une formation pré-emploi et qu'il a commencé le travail. Il s'est installé à Ngaoundéré, dans la région du Nord là-bas, et que pendant 2 ans, lorsqu'il touchait son salaire, il envoyait la moitié à sa famille restée à Yaoundé. Il envoyait pour ses frères, pour sa mère et ses sœurs. Et l'autre partie, il réservait pour pouvoir s'installer lorsqu'il viendrait lui-même à Yaoundé. Il raconte que le reste d'argent qu'il avait lui suffisait pour son alimentation et ce qu'il envoyait, c'était justement pour l'entretien de sa famille qui n'était pas très nantie à cette époque-là. Alors, de son retour ici à Douala, au mois de juillet 2019, il a rencontré quelques problèmes qui ont fait qu'il a perdu son emploi et il a décidé de se mettre à son propre compte. Sauf que depuis qu'il a décidé de faire notamment des champs, il a des problèmes avec sa famille qui estime qu'il ne leur donne plus rien, il ne leur envoie plus rien. Aujourd'hui, sa famille le taxe d'être chiche, d'avoir déjà trouvé sa vie et de leur tourner le dos. Maintenant, Marcel nous demande conseil pour savoir comment se comporter face à cette famille qui visiblement ne reconnaît pas ce qu'il a fait lorsqu'il était bien. Allez, merci infiniment pour l'histoire du jour. C'est des réalités qu'on peut avoir dans plusieurs familles aujourd'hui au Cameroun. Et Dominique Audrey, bien évidemment, lorsque vous l'entendez, lorsque vous l'écoutez, Marcel, est-ce que vous avez le sentiment justement que Marcel peut trouver solution aux problèmes qu'il pose ce matin? Qu'est-ce que vous lui dites concrètement? Je dis à Marcel que l'ingratitude est... Parce que visiblement, sa famille manifeste une sorte d'ingratitude. L'ingratitude est comme une rose qui pique celui qui l'a semée. On sait tous comment elle arrose. Malheureusement, dans notre société et dans nos familles respectives, on retrouve tout de même des personnes qui s'illustrent par ce genre de comportement. Lorsque vous êtes en haut, vous êtes bien, vous avez un salaire, vous leur donnez le peu que vous estimez
qui puisse les aider. Malheureusement, lorsque vous avez un moment où vous souffrez, vous avez une sorte de pénurie, ces personnes-là ont du mal à accepter que vous ne puissiez encore leur donner. Et c'est mal que ce soit des membres de sa famille, que ce soit ses frères, que ce soit sa mère aujourd'hui qui l'incrimine, qui parle mal de lui. Conséquence, on a des individus qui se retrouvent à ne rien donner, à rester dans leur coin en disant « j'ai donné et on m'a abandonné lorsque je n'avais rien », en mal parlant de moi. Maintenant, dès que j'ai, si je leur donne, ça ne servira à rien. Au contraire, il faudrait pouvoir se dire que les gens ne vous sont obligés en rien. C'est un peu comme ces personnes à qui vous donnez du respect, vous donnez de la considération, et ces personnes-là s'illustrent comme des personnes qui sont la cause de votre chute, la cause de votre malheur. À ces gens, il ne faudrait pas opposer la même bassesse. Il faudrait rester droit dans vos bottes. Si vous êtes une personne sensible et que vous pouvez continuer de donner, donnez. Parce qu'une personne qui vous veut du mal n'aura pas raison sur vous lorsqu'elle aura pris ce que vous lui avez donné. Donc, à celui-là, moi je dirais, lorsque un ingrat se présente, s'affiche ouvertement à vous, c'est une très bonne chose. Et maintenant, vous savez comment vous pouvez vivre avec elle. Votre mère, vous ne pouvez pas rester sans envoyer de l'argent à votre mère. Faites des efforts, vous êtes un homme quand même. Donc, il fasse des efforts. Mais quand même, il faudrait peut-être dire à Marcel qu'il lui aussi, il a droit à une construction. Il doit construire sa vie. Bien sûr. Mais est-ce que les familles dans lesquelles nous sommes le comprennent? Malheureusement, non. Je vous assure, monsieur Ngachou, il faut être proche des gens pour savoir ce qu'ils vivent. Vous pouvez être là, vous travaillez, mais vous dites par exemple à votre frère, papa, le mois si on ne m'a pas payé et tout, la personne ne va pas chercher à savoir comment vous allez faire pour payer votre loyer. La personne vous dira, et qu'est-ce que moi je fais dans du problème que je t'ai posé? C'est un peu comme ça que nos familles sont. Donc, qu'ils fassent... Moi, je dis aux gens, multipliez les activités. Ne vous contentez pas simplement du salaire que vous avez. Si vous avez d'autres moyens pour accroître ce que vous avez en termes de revenus, multipliez parce que la famille sera toujours là. Elle aura toujours des besoins incessants. Mais maintenant, il faut rationaliser ce qu'on donne. Il ne faudrait pas que vous soyez tout le temps là à donner de l'argent aux gens pour qu'ils mangent simplement tout le temps. Donnez peut-être des fonds de commerce pour que l'argent que vous avez donné se multiplie et qu'on ne revienne pas pour vous dire les enfants n'ont pas mangé aujourd'hui ou bien, oui, c'est un peu ça. Donc, donnez de l'argent pour que ces personnes puissent se débrouiller elles-mêmes et ne vous retrouvez pas tous les jours à donner, à acheter du riz pour donner à manger. Il y a, Karine Santia, une réalité africaine aujourd'hui qui est telle qu'on vit dans une solidarité à nous notre pareil. Lorsqu'on est africain, on se dit, bon d'accord, on a un aîné qui a certainement poussé un tout petit peu, il a réussi, et derrière lui, les petits frères, les petites sœurs se disent que bon d'accord, nous pouvons compter sur lui pour avancer, et même parfois les parents. Mais visiblement, parfois, on est au point de s'oublier soi-même. Et les familles, on en connaît comme ça au Cameroun. Alors, sur le cas justement de Samuel, c'est Samuel, c'est ça? Marcel. Marcel ce matin. Karine, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous lui dites concrètement? Bon, ce que je vais dire à Marcel, c'est qu'il vit un problème que beaucoup de personnes vivent. Il vit une situation qui est très, très commune. Parfois, ce n'est pas de la même manière. Il y a aussi des personnes aujourd'hui qui vivent à l'étranger et qui, au début, quand ils ont voyagé, les parents ont compris que non, pour un début, il va d'abord devoir s'adapter, il ne pourra pas continuer à nous donner ce dont on a besoin. Mais le moment où il commence, le jour où il saute, on a l'impression qu'il devient radin. Et pourtant, ce n'est pas ça. Les gens vivent tellement de réalité que quand vous entrez dans le monde professionnel, vous devez avoir des ambitions. Et si vous décidez de vous appesantir sur votre salaire pour survivre, vous n'allez pas vous en sortir. Aujourd'hui, on sait très bien combien les Camerounais sont très mal payés dans leurs emplois, donc ce qui rend difficile. Mais quand vous êtes jeune, vous n'êtes pas marié et tout, vous pensez que vous êtes le centre même de votre famille et que tout le bonheur de votre famille dépend de vous. Du coup, vous êtes capable même de prendre l'entièreté de votre salaire et donner à votre famille espérant qu'ils seront heureux. Sauf que le jour où, quand vous commencez à donner une grande quantité ou l'entièreté de votre salaire, le jour où vous allez le diviser par 2, on ne va pas comprendre qu'il y a eu un problème. On ne va pas comprendre, on ne va pas vouloir savoir si vous avez vraiment eu un problème. C'est pourquoi je dis toujours que chaque chose qu'on fait, il faut que les gens sachent ce qui se passe dans votre vie pour arrêter d'imposer leur rythme dans votre situation. Pourquoi? Parce que Marcel, si pour un départ,
Il avait, après avoir voyagé pour venir à Douala, il avait voyagé un week-end pour aller à Yaoundé dans sa famille et expliquer que maman, vraiment, c'est vrai que j'ai commencé le travail, mais j'aimerais commencer un projet pour ne pas toujours dépendre du travail parce qu'on ne sait jamais. Je pense que ça aurait été différent. La situation, mais il ne l'a pas fait et je comprends que la famille dit qu'il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'il fait avec son argent s'il ne donne pas? C'est ça les questions qu'on se pose. On ne veut pas savoir s'il a investi dans autre chose, on ne veut pas savoir si peut-être son salaire a diminué, on ne veut pas savoir. On ne veut rien savoir et il se trouve aujourd'hui embourbé dans cela. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas tard. Il peut toujours ne pas considérer cela comme de l'ingratitude, mais de l'incompréhension pour l'instant parce qu'il s'agit de la famille et c'est très, très délicat. Se rendre dans sa famille, rassembler ses parents, ses frères et sœurs et leur dire, voilà mon salaire. Il faut absolument rassembler. Non, mais les gens à qui il donne, il a ses frères, il a sa maman, ou dire à son père et à sa mère que maman, vraiment, mon salaire, depuis que je suis quittée en Ngaoundéré, par exemple, la maison était un peu moins chère, donc c'est pourquoi je vous donnais aussi autant d'argent. Mais quand je suis arrivée à Douala, le loyer, parce que ça coûte cher, c'est très, très difficile pour moi, comment je dois manger et tout. Donc c'est pourquoi vous voyez que je vous donne plus ou je vous donne plus comme avant. Donc on va seulement souffrir pour un temps, le temps que ça s'arrange. Mais j'ai aussi envie d'investir dans les champs. Quand vous lui dites ça, il n'y a qu'une personne de mauvaise foi qui refusera de vous comprendre. Donc, il faut seulement le faire. Je pense qu'il peut faire comme ça et ça va marcher. Si la maman ne comprend pas, je pense que le père sera assez rationnel pour prendre la mesure de la situation et lui dire vas-y. Espérons. Charles Hamel, je vous renvoie justement à la parole. On a envie de comprendre. Est-ce que la responsabilité parentale qui est aussi celle d'amener l'enfant ou le garçon à se construire, à se bâtir, à s'investir pour enfin avoir une retraite méritée. Lorsque c'est la mère, les familles qui tirent les ficelles par derrière, ne permettant pas à ce garçon vraiment de pouvoir s'imposer, exister et penser son avenir, comment est-ce qu'on peut aider vraiment ce monsieur, ce garçon à vivre sa réalité individuelle tout en gardant les bons liens serrés et soudés avec sa famille? Monsieur Michel Ngachou, entre 0 et 25 ans, l'enfant survit. Entre 25 et 40 ans, il vit. Entre 40 et plus, il s'affirme tout en confirmant. Partant de ce postulat, qui est l'ingrat? C'est lui l'ingrat. C'est ce garçon qui est, il est l'incarnation de l'ingratitude. Connaît-il les sacrifices que les parents ont fait pour lui acheter des habits? Connaît-il les sacrifices que les parents ont fait pour le nourrir? Connaît-il simplement tous les projets qu'il a cassés de ses parents? Vous savez, parfois vous avez l'argent. Vous venez de faire une affaire, vous avez l'argent entre les mains. Vous rentrez, on vous dit que l'enfant s'est cassé le pied au football. Il faut plater, il faut faire tout. Vous attendez là? Vous vous occupez de l'enfant. Mais il n'y a pas que ses parents. Non, monsieur, ce n'est pas important. Ce n'est pas important, monsieur Michel Ngachou. Vous regardez toujours, ça c'est le prisme des occidentalisés. Monsieur, vous devez vous occuper de votre famille. De la même manière qu'on s'occupait de vous. Arrêtez cette histoire, j'ai tout donné, hein, j'ai donné, je ne donne plus. Je me fais, toi qui? On t'enlève là, tu ne vis plus. Vous avez vu quelqu'un sans famille? On décide qu'avec ton argent et tout, on te met en banqueroute. On te met de côté. Mais bien sûr, il doit s'occuper de ses parents. Il doit s'occuper de sa famille. C'est à lui qu'on a donné. C'est à lui que Dieu, que les ancêtres ont donné, monsieur Michel Ngachou. Il doit se battre pour aider les membres de sa famille. 5% de ce que nous avons ne nous appartient pas. Chez les Bantous, 5% de toute votre richesse ne vous appartient pas. Ça appartient aux autres. Montrez-moi quelqu'un qui a récolté tout un champ. Qui a semé le maïs, il a récolté intégralement le champ. Personne. Il y a la veuve qui passe. Il y a le voleur qui passe. Il y a les orphelins, les enfants, les affamés qui passent, qui se servent. Il y a les oiseaux du ciel qui se servent. Alors, monsieur Michel Ngachou, quand vous totalisez, c'est 5%. C'est inscrit dans tous les livres. Partez même à le livre de l'université de Tombouctou. Vous allez retrouver cela. C'est marqué blanc sur noir, monsieur Michel Ngachou. Ici, vous avez 5%. Et aujourd'hui, tout ce que vous accumulez, monsieur Ngachou, vous ne mangez que 30%.
de tout ce que vous épargnez dans votre vie. À votre mort, les 70%, c'est les autres qui mangent. J'ai dit, vous n'épargnez que 30%. Vous ne consommez que 30%. Tout c'est même le plein faute que les gens bagarrent là. Ne mangez que 30% de sa richesse. Aujourd'hui, là, c'est la bagarre. Il faut déjà même avoir. Donc, non, je dis, quel que soit ce que vous avez. 30%. Vous avez des épargnes, non? Tontine, épargne ici, épargne maladie, épargne, tout ça. Dès que ça sort, banque. Vous ne vivez qu'avec 30%. Le jour que vous mourrez, dans l'instant qu'on a donné le deuil, c'est là qu'on commence à manger. Donc, j'estime pour ce garçon qu'il est ingrat. Il n'est pas reconnaissant. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient longs sur terre. Mais est-ce que le père, d'accord, vous direz que les occidentalisés, entre guillemets, pensent pareillement. Est-ce que le père ou les parents n'ont pas cette autorité? Vous savez, Charles Amel Mbachou, il y a eu des enfants, tout à l'heure Karine le disait, qui ont eu la chance de voyager. Il arrive de l'autre côté, il dit, bon d'accord, j'ai papa et maman au pays. J'ai ma petite soeur ou mon grand frère, etc. Je ne sais pas trop qui. Il dit, bon d'accord, aidez-moi à obtenir le pain des terres au pays. Il envoie de l'argent en permanence. Aidez-moi à construire au pays pour qu'une fois parti d'ici, arrivé au pays, que je regagne ma petite maison. Il arrive ici, niet. Il y a des cas pareils. Qu'est-ce que vous vous en dites? Monsieur Michel Ngachou, vous vous arrêtez à l'exception. Chez le Bantou, on ne réfléchit pas comme ça. Vous vous arrêtez à l'exception. Parce que X a envoyé, on a détourné, donc tout le monde est comme ça. Non. Non, monsieur Michel Ngachou. La démarche en elle-même est mauvaise. La démarche en elle-même est mauvaise, je vais vous le dire. Beaucoup de gars qui sont en Europe ont une mauvaise démarche dans le processus de gestion de leurs affaires avec la famille. Il y a des choses que vous devez gérer avec la famille et d'autres choses que vous avez besoin de passer par un processus formel. Il y a de nombreuses personnes qui utilisent des canaux formels, des entreprises, des structures avec lesquelles ils gèrent. Ça n'empêche pas qu'ils s'occupent de la famille. Mais rassurez-vous, monsieur Michel Ngachou, vous ne pouvez pas tenir la famille en justice. Vous ne pouvez pas tenir pour éviter dans ce type de carcan. D'aucuns disent, ok, j'ai mes entreprises, je n'associe pas la famille. Je prends des gars d'ailleurs que je gère, la famille n'est pas là, je tiens la famille à distance, je m'arrange chaque mois à envoyer qui 200 000, qui 300 000. C'est la démarche. Chacun doit avoir une démarche. Vous avez obtenu, chaque fois que vous donnez, vous avez les bénédictions de cette famille. Le jour où vous levez, vous dites que vous ne donnez pas. Souvenez-vous que vous aussi, à un moment donné, vous avez subi, vous avez survécu entre 0 et 25 ans. On vous donnait l'argent de baigner, l'argent de transport, la maladie et tout. Vous devez rembourser. C'est le principe de la vie, c'est le cycle. Alors, bon, Bengan, est-ce que le principe justement de la vie, du remboursement, on sait que lorsque le papa ou les parents ont atteint un certain âge, il y a également cette obligation pour les enfants à les prendre en charge jusqu'à la fin de leur jour. Il y a quand même lieu d'aider très rapidement ce garçon qui commence, dans un premier temps, à avoir de l'argent. Il faut déjà aussi l'aider aussi, toi le père, en lui disant, bah, écoute, dans ce que tu gagnes, est-ce que tu as pensé à te faire le pain de terre? Est-ce que tu penses à te marier demain? Est-ce que tu penses à ci? Est-ce que tu penses à ça? Que de n'attendre qu'on vous donne. La position du père que vous êtes est laquelle, Mbombo? D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Il se passe ici le problème de délitement de valeurs sociétales africaines. Et tu as utilisé un mot qui m'a plu, l'incompréhension. On peut même y mettre des malentendus. Ici, chers amis, il faut qu'on le comprenne une fois pour toutes. Charles Amel a commencé à le dire. On ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'on verse dans la cuisine de sa maman, même si vous êtes marié. D'abord, c'est ce qu'on vous dit lorsque vous êtes marié. Lorsque papa dit, maintenant tu es grand, moi aussi je vais te rendre visite, il te salue, il te dit, on ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'on verse dans la cuisine de sa maman. Deuxième chose, par rapport à votre question, il y a un proverbe africain qui dit, quand la biche vieillit, elle suce ses enfants. Je dis bien la biche, quand elle vieillit, elle suce ses enfants. Donc, c'est ce qu'on vous dit souvent, honore ton père et ta mère. C'est ça en fait. Mais ici, le problème qui se passe est le suivant, c'est un problème de spiritualité africaine. Lorsqu'on attribue le nom à l'enfant, comme c'est un garçon, un bantou, c'est 5 jours après sa naissance. On est à mesure de savoir que le talent que Dieu a placé en lui, c'est chez lui que tout le monde viendra prendre pour s'épanouir. Mais c'est difficile de comprendre sous le prisme occidental. Vous êtes 6.
Mais il y en a un. Vous pouvez faire l'expérience même avec vos enfants. Vous avez vos enfants, donnez-leur l'arachide au même niveau, demandez-leur d'aller vendre ou n'importe quoi. Il y en aura un qui va vendre le pimenton. Il sera avec tout le monde, mais les gens viendront vers lui, vont tout acheter. Bon, vous avez, il n'a pas fait de marketing là, rapport aux autres. Mais qu'est-ce qui fait ça? Justement, dans notre tradition, c'est ce talent. Chacun de nous a un talent, et c'est ça que notre culture essaye de veiller, de révéler, d'éclore, pour que les autres comprennent et appuient. Donc pour ce garçon, en fait, Dieu lui a dit, c'est chez toi que ta famille, tes frères et sœurs vont prendre pour s'épanouir. Il reste donc, comme disait Karine Sontia tout à l'heure, comment gérer ces incompréhensions-là? C'est ce que Chalamel a commencé à dire. Il fallait donc prendre que, vous d'abord, vous ne faites plus l'évaluation ou le bilan. Depuis que je travaille, j'ai tout donné à ma famille. Non, on ne fait pas ce genre de bilan. Précisément parce que le salut est collectif. Le salut n'est pas individuel. Quand on intègre ça, dans une logique très africaine. J'ai vu, comme vous avez parlé, j'ai eu, en l'espace de 2 mois après les obsèques de Flora, de raser, comme il y avait même de confinement, j'ai eu au moins 10 de nos frères et sœurs qui vivent en Occident, qui disent, oui, j'ai envoyé l'argent, on a détourné, j'ai envoyé, je n'en vois plus. Et comme disait Charles, je leur ai dit, quelle est la procédure que vous avez faite pour envoyer cet argent? Donc vous voyez, donc on dit, moi je me suis occupé de ma famille. Non, c'est pas comme ça. C'est pas là ça la procédure. Et il dit, oui, vraiment, les Africains sont paresseux, c'est des escrocs. Non, c'est pas comme ça. Quand vous connaissez donc ce talent, comme c'est le cas ici, et il a perdu son travail, justement, il rentre. Pour éviter donc ces incompréhensions ou des malentendus qui pourraient venir, on s'assoit, dit, papa, j'ai perdu le travail, tu sais, mais je tenais maintenant, les revenus sont morts. Je me suis lancé dans l'agriculture, on fait comment? Papa t'oriente. Il va vous donner de l'argent. Papa t'oriente. Il t'oriente avec les autres. Et là, c'est lui qui va dire aux autres frères et sœurs que maintenant, tu savez, votre frère là, il n'est plus salarié aujourd'hui, voilà. Comment on va s'organiser désormais pour essayer? Donc, suite à ça, parce qu'il y avait même, surtout les aînés, on voulait tout faire pour que vous réussissiez. Il y a même des aînés à qui on a demandé, tu ne te maries pas vite. Mais beaucoup ont pensé que leur famille, vraiment, papa ne l'aimait pas. Non. C'est-à-dire, le salut est collectif. Il est là pour porter la famille. Le problème, c'est donc de s'asseoir, de regarder comment coordonner tout. Parce que de toutes les manières, il y a des gens, quand tu lui touches quelque chose, ça devient de l'or. C'est lui donc qu'il faut protéger. Oui. Et il va s'épanouir convenablement avec on a bien envie de comprendre. Le salut est collectif chez nous. On a bien envie de comprendre. Le salut est collectif justement chez nous, en Afrique, ça c'est clair. Mais maintenant... Prenez le cas de Fouet. Prenez le cas de Fouet, le Marc-Vivien Fouet. C'est tout le village. C'est le village. Fouet était tellement serviable au village qu'il était tellement disponible pour les mamans au village que les gens se sont réunis. On a dit, voici le gars qui va sortir le village de l'Ornière. Et c'est comme ça qu'on s'est rassemblés. On lui a donné. Je vous dis, c'est comme Bombok disait tout à l'heure, qu'il y a des enfants dans chaque famille à qui on donne. Il y a un que sa mission, c'est porter tous ses frères. Il arrive à un niveau, il s'arrête. Il dit, vraiment, papa n'est plus là, maman n'est plus là, j'arrête l'école. Il tombe dans le champ. Il bosse, il tire ses frères. En aucun moment, il ne vous dit que c'est grâce à moi. Il tire. Vous, lorsque vous arrivez, vous vous souvenez qu'effectivement, il s'est sacrifié. C'est vous qui construisez sa maison. C'est vous qui élevez ses enfants. C'est comme ça dans la vie. C'est collectif. Sauf que ces personnes n'ont jamais bénéficié de ces reconnaissances-là. Parce si on reste dans notre cadre, ils bénéficient. Permettez, Dominique Audrey. Très souvent, il y a des gens qui, bien qu'ils donnent tout ce qu'ils ont, parfois... c'est-à-dire qu'un papa même qui donne tout ce qu'il a à l'enfant ou même à l'enfant de l'inconnu, une fois l'enfant réussit, parfois l'enfant ne lui reconnaît pas toutes les qualités. Malheureusement, oui. Et à ce niveau, il faudrait qu'on remette en question la qualité de l'éducation qu'on donne à ses enfants. Parce que je dis toujours qu'on doit avoir un certain détachement avec le matériel. L'éducation qu'on nous donne chez nous, c'est de ne pas s'attacher, par exemple, à l'argent. L'argent, ça vient et ça part. Donc, il ne faudrait pas être focus. C'est comme des gens qui vous aiment simplement parce que vous êtes
quelque chose aujourd'hui de façon ponctuelle. Et malheureusement, on n'a que ça. Des gens qui vous estiment, des gens qui vous abordent, des gens qui font mine de vous apprécier ou bien vous font des courbettes simplement parce que vous êtes un tel ou bien vous pouvez lui donner tel parce que vous êtes par exemple à l'étranger. Et c'est une mauvaise chose. Dans nos familles, encore plus. On en voit, on en voit assez. Oui, moi je vais vous dire, je connais une femme qui, à une époque, elle n'avait pas d'emploi, mais elle n'avait pas un poste très grand, mais dans sa famille, elle achetait des motos qu'elle donnait à tel, elle achetait des vêtements à tel, elle faisait telle chose à tel. Elle perd son travail, elle perd tout ce qu'elle a. Monsieur Ngachou, son fils était malade. Aucun membre de sa famille pour qui elle a fait tout ce qu'elle a pu faire dans sa vie ne s'est arrêté un moment et a pris 5 000 en lui disant « Ma, comme tu n'as rien là, prends ça, tu pars donner. » Même jusqu'à ses amis. Personne n'a pu l'aider. Pourtant, elle était très altruiste avec tous ces gens. Aujourd'hui, elle se retrouve toute seule. Payer même un loyer devient difficile. Pourtant, précédemment, c'est quelqu'un qui a été très large envers les gens. Elle était gentille, tout le monde. Oui, elle aidait tout le monde, malheureusement. Mais est-ce que c'est pas... Je vous renvoie la parole, Karine Sontia, sur ce que Dominique Audrey tente de nous faire savoir. Est-ce que c'est pas ce type d'acte qui, à un moment donné, peuvent amener les gens à être frustrés et à ne pas vouloir aider les autres? C'est pas pareil. C'est pas pareil la situation que Dominique décrit. Parce que aider quelqu'un quand vous avez de l'opulence, ce n'est pas la même chose que aider quelqu'un parce que vous voulez que la personne réussisse. Elle dit bien, non, elle était en Europe, elle avait tout ce qu'elle avait. Oui, je le dis pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin d'en avoir trop pour aider. D'accord. Non, vous n'avez pas besoin d'en avoir trop pour aider. Et il y a des gens qui vont vous aider sans vous donner de l'argent. Vraiment pas du tout. Quand on parle de l'aide dans le sujet de ce matin, je pense qu'il s'agit là du soutien. Il faut que tout le monde monte. Même si vous n'êtes pas au sommet, il faut au moins que chacun arrive, ne serait-ce qu'au un tiers du niveau où vous êtes. D'où la nécessité parfois d'encadrer. Ce n'est pas toujours de l'argent. Et c'est au niveau de l'encadrement que ça ne marche pas. Je vous assure qu'il y a des familles où vous allez encadrer même, mais après la personne vous dira que vous ne l'avez jamais fait. Mais ça ne va jamais enlever le fait que vous avez encadré cette personne. Du tout pas. Parce que vous avez votre reconnaissance personnelle en sachant que moi j'ai fait ce que j'avais à faire pour que la personne soit bien. Votre bonheur, c'est que la personne est bien. Si elle est bien, c'est bon. Le reste ne vous engage pas. Que la personne réussisse, vous donne de l'or, vous donne du diamant, ce n'est pas toujours pour ça. Maintenant, pour revenir au sujet de ce matin, mais je vous assure que si ce garçon parvient à discuter de cela calmement avec ses parents, mais je vous assure que sa maman est capable d'aller chercher l'argent n'importe où pour l'aider. Il y a des mamans comme ça qui ont vendu leur plantation parce qu'elles ont découvert que leur fils avait chuté. Il y a des papas qui se sont endettés parce qu'ils voulaient que leur fils remonte. Donc, c'est pourquoi je dis que la situation d'aujourd'hui, c'est une incompréhension. Ceux que vous aidez peuvent être ceux qui vont vous sortir de la situation demain, comme ils peuvent ne pas l'être, mais toujours est-il que ça ne doit pas vous enlever la volonté d'aider. Bien évidemment, Karine, on vous a suivi. Bombok, avant de venir à Bombok, Charles Lamel, on va vider rapidement ce sujet en 3 minutes avec vous. Disons-nous concrètement, vous voulez réagir au propos de Karine Sontia, Charles Lamel? Monsieur Michel Ngachou, chaque famille a un objectif précis. Vous avez des familles qui ne forment que des intellectuels. Le commerce, on ne connaît pas. Parce qu'on a un tonton qui est professeur, il l'oriente, monsieur, tu veux marcher avec moi, tu vas à l'école. Tu ne vas pas à l'école, tu te dégages devant moi. C'est comme ça, il y a des familles. Il y a des familles où on oriente les enfants, toutes les familles s'orientent dans le business. Vous allez arriver, le père vend les montres, l'autre vend les chaussures, l'autre vend... C'est le business, la famille monte. Il y a des familles où on est mitigé. On est entre le commerce, on est entre l'intellectualisme. Ça navigue. C'est chaque famille qui donne une orientation. Vous avez des familles donc hybrides, où c'est chacun qui fait ce qu'il entend. C'est normal que ça sort comme ça sort dans certaines familles. C'est la proue. On regarde la proue. Vous allez vous rendre compte que dans certaines familles, on connaît là où on passe les fêtes de fin d'année. C'est-à-dire le 24 et le 25, il y a une maison là où on se trouve. Même si qui organise son problème, il y a une maison. Les vacances, on connaît là où on les passe. C'est organisé, toute famille. C'est pour ça que Mbombo parle du délitement de la société. À une certaine époque, dans les familles, lorsqu'on disait, ok, tous ceux qui ont le bac vont en Europe. La réunion de fin de vacances, de congés, tous les parents s'asseyent, présenter le diplôme. C'est ce qu'on a transformé bêtement en ce que vous appelez excellence scolaire. Non, excellence scolaire. Les familles s'asseyaient, on disait, ok,
Alors, nous avons Poupou, Papou, Pipou qui ont obtenu leur baccalauréat. Ok, il faudrait qu'ils aillent au Canada. Il y a déjà 2 ou 3 personnes qui sont au Canada. Qu'est-ce qu'il faut dans la famille? L'un dit non, je connais le consul. L'autre dit non, je connais tel. On s'assied, on cotise l'argent en disant en date de temps, les droits doivent partir. Donc on va comprendre, Charles, justement, on va comprendre avec Mbombo Mbengan qu'il s'agit bien évidemment là d'une solidarité, je vais dire, familiale. C'est pour ça qu'il dit que le Oui, bonheur collectif. la vie est communautaire. Voilà, d'une communauté, effectivement. Oui, oui, la vie est communautaire. Même en Europe aujourd'hui, vous pouvez faire n'importe quoi à un juif. Eux-mêmes, ils en sont victimes. C'est arrivé là avec Sarkozy, il n'a pas pu faire. Justement, qu'est-ce qui se passe? Combien d'entre nous n'avons pas dit à nos parents, qu'est-ce que tu as même fait pour moi? C'est vraiment... Vous voyez, dans ce genre, tu dis à tes parents que vous avez même fait quoi pour moi? Non. Le problème qui se passe, c'est né. Le problème qu'aujourd'hui, c'est né au milieu du 19e siècle en Europe. Notamment par 2 sociologues italiens, Wilfredi Pareto et Gaetano Mosca. C'est eux qui ont introduit le concept de l'élitisme dans le jargon populaire. Parce que la bourgeoisie venait de renverser l'aristocratie de pouvoir de beaucoup de pays en Europe. Et les mêmes bourgeois étaient menacés par la masse populaire qui était imbibée des idées marxistes. Ils ont donc créé ça, l'idée de l'élite. On dit non, l'élite doit. Maintenant, comment, quand on vient donc dans la convergence des cultures, on les rencontre, ça devient embêtant parce que lorsqu'on va trouver la vie communautaire en Afrique, où on dit Mbombo et Mbachu sont les aînés, ils doivent porter les autres. Déjà, on nous place comme les élites. On commence à considérer que les autres ne réfléchissent pas vraiment, c'est un fardeau. Non. Voilà où c'est comment c'est fait délitement. Ouais. Aujourd'hui, on le considère, non, disons, moi aussi j'ai beaucoup aidé. Non, vraiment. Est-ce que je vais passer? Il y a même un de mes cousins qui m'a dit dernièrement, qui dit, j'ai passé tout mon temps à aider ma famille, et moi je vais vivre quand? Mais entre nous. On comprend. Voilà le délitement qui s'est passé. La vie est communautaire. La vie est communautaire. C'est ce qu'on a retenu. Merci, madame, monsieur. Qu'est-ce que vous dites à Marcel? Que proposez-vous à Marcel? Il va falloir quand même que Marcel puisse se décider et bien se retrouver, se recentrer au sein de sa famille. Vos conseils sont attendus sur 10-12. Le Zénith, c'est bien sûr la page Facebook ou directement sur la page Equinox Télévision pour ceux qui vont aller s'abonner et nous prendre sur le fil d'actualité de l'émission. Tout de suite, madame, monsieur, la colère de Charles Amel Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question du déversement des déchets toxiques au large des eaux camerounaises. Quel est le nom de l'organe censé surveiller de manière vive le large des eaux camerounaises, le large des frontières maritimes? Comment comprendre l'émergence du transfert de déchets des pays développés vers l'Afrique en général et le Cameroun en particulier? Comment réussir à décrypter les agissements des principaux acteurs institutionnels dans la définition des notions de déchets et de déchets dangereux? Chaque année, dans le tréfonds des mers, sont bazardés des barils et des barils de déchets dans le fond des océans. Comment en arrive-t-on là que n'ayant pas d'espace pour le recyclage, certaines entreprises négocient avec des individus véreux des voies et des couloirs pour pouvoir balancer tous leurs déchets qui finissent par tuer l'univers marin? Comment comprendre le fait que certains navires servant de raffinerie flottante tout en désulfurant en pleine mer du pétrole de mauvaise qualité? Il est arrivé que certains disent, certains attrapés disent, hélas, on a une fissure, on ne s'est pas rendu compte, pourtant les vannes étaient littéralement ouvertes et laissaient couler du pétrole de mauvaise qualité.
Comment comprendre que les soi-disant hommes d'affaires, agissant de mèche avec certaines personnalités, ne se gênent pas pour expédier des milliers de conteneurs de déchets dangereux déguisés en matériaux de construction dans le tréfonds de la mer, qui après rouille finissent par ressortir au grand étonnement des populations riveraines qui découvrent parfois des éléments dangereux. Comment comprendre que depuis longtemps, les pays africains et particulièrement le Cameroun soient au centre d'incidents liés au déversement des déchets dangereux? Rappelons-nous, il n'y a pas longtemps, du côté de Kribi, de cette plage noire. Rappelons-nous, il n'y a pas longtemps, dans cette zone de Djebalé, de ces produits noirs. Comment sont-ils arrivés là? On a décrié, on a voulu en parler, on a demandé de se taire. Fuite des barils contenant des composés chimiques toxiques, piles de déchets électroniques menaçant la santé des communautés, le large des eaux continue d'être victime de manière disproportionnée du déversement des déchets chimiques toxiques. La pollution a touché une partie de la côte camerounaise suite à une marée noire due à une fuite de carburant d'une entreprise française, on se rappelle, de ce côté de Kribi. Ça a fait les choux gras et après plus rien. Savez-vous que l'océan Atlantique reçoit chaque jour les déchets qui salissent les plages et encombrent les eaux? Allez en découvrir. Parfois, c'est des sacs pleins d'injections, seringues rouillées qu'on va retrouver dans les eaux. Pourquoi aller jeter de tels objets au large des eaux? Situation très inquiétante qui affecte la production du poisson dans ce pays. Comment comprendre que sous l'action de l'homme et de certains facteurs naturels, nos océans et nos mers se voient affectés par des tonnes de déchets? Comment comprendre tous ces déversements de produits toxiques opérés en pleine mer? Plastique de bateaux qui chavirent, des conteneurs en pleine mer qui chavirent, des bidons d'huile qui sont littéralement jetés. Pourquoi les pays africains et le Cameroun ne pensent pas faire dans des usines de recyclage, histoire de dire, vous ne pouvez pas le faire en Europe, eh bien nous avons les possibilités, mais payez le prix fort pour le faire, que de le déverser au large des eaux. La colère ce matin, madame, monsieur, nous ramène toujours à l'environnement et sa protection. Charles Mbachou, merci bien évidemment pour ce service, mais on va peut-être rapidement tenter de mieux comprendre l'appréciation. Je commence avec Dominique Audrey, c'est important. Est-ce que, à l'explication de cette chronique, ou encore à l'entendement de cette chronique, on n'a pas le sentiment, Dominique Audrey, que l'Afrique, notamment le Cameroun qui en fait partie aujourd'hui, est censé être considéré dans une certaine mesure par ceux-là qui déversent ces produits comme une poubelle pour ces Européens? Parce qu'on a eu, souvenez-vous, en 2010, un navire néerlandais qui sillonnait les côtes du Cameroun et qui déversait justement dans ses côtes des déchets toxiques. Malheureusement, c'est l'impression qu'on a et on ne peut se tourner à avoir des récriminations qu'envers les personnes qui nous gouvernent face à ce silence complice, on dira. Comment se fait-il qu'on puisse laisser, puisque les pêcheurs ont fait la pêche à cet endroit-là pour certains. Il y a des personnes qui aiment consommer le poisson frais et autres. Le déversement de ces produits toxiques, sortis la plupart du temps de certaines usines, sont déversés là-bas et ça tue les poissons. Maintenant, les pêcheurs arrivent, ils lancent les filets et ils prennent les poissons qui, pour la plupart du temps, sont déjà morts du fait de ces déchets-là. Conséquence, pour la consommation, on finit par avoir des personnes qui développent un certain nombre de maladies liées à la consommation de ces poissons empoisonnés. Donc, on a un gouvernement qui ne devrait pas rester silencieux face à ce genre d'agissement. On a l'impression qu'aujourd'hui, que nos eaux sont devenues une sorte de Facebook où chacun se lève et il déverse n'importe quoi. Donc il y a un besoin urgent et pressant d'avoir un œil un peu plus regardant là-bas. Mais je crois qu'il y a des gardes-côtes. Pourquoi est-ce que personne ne fait rien? Pourquoi est-ce que personne n'agit? Imaginez un peu le scénario. Moi, j'ai même l'impression de me retrouver même à l'intérieur parce que ce soit les eaux de la mer et même les eaux à l'intérieur, beaucoup d'usines déversent même déjà leurs produits toxiques dans nos eaux. Donc, je crois que c'est simplement une continuité et le gouvernement ne devrait plus rester silencieux. Le gouvernement, notamment le ministère de l'Environnement. Oui, par exemple. Parce qu'on l'entend très peu sur ce sujet, le ministère de l'Environnement. Malheureusement, hier, on s'est accordé ici sur le fait qu'ils étaient beaucoup trop silencieux
pour des personnes qui sont censées être garantes de l'environnement. Si on a un environnement qui n'est pas propice à la vie, forcément, nos vies et la qualité de la santé en dépendra. Donc, il faudrait que ce ministère s'active un peu. Voilà du travail. Voilà du travail. S'assurer de la qualité de l'environnement. Dans d'autres pays, ce genre de choses ne se fera pas. Dans d'autres pays, ça ne se fait pas. Il n'y a que de notre côté ici qu'on voit les déchets, des bouteilles plastiques, un certain nombre de choses. Mais ailleurs, non. Vous allez voir des organisations mondiales, des organisations contre l'environnement et tout, qui vont se lever et ce genre de pratiques ne se feront pas. Il y a des méthodes je ne sais pas comment on dit, de recyclage des déchets d'usine. Et des déchets d'usine, effectivement, qui doivent être mis en place, donc pas dans les eaux, puisque conséquence, ça revient. Ça revient et on finit même la plupart du temps par en consommer, par les nappes souterraines. Est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui, ça peut nous ramener, Karine Santia, à penser véritablement que la qualité même des produits alimentaires venant des eaux que nous consommons au quotidien serait imbibée de, comment on dit ça, de maladies, de manquements? Quand vous mangez du poisson, parfois, vous ne savez même pas exactement comment on les a pêchés en mer. Peut-être c'est des poissons qui ont été victimes d'une intoxication justement de l'eau et qu'on retrouve au large de la mer, on peut les ramasser ou les vendre. Est-ce qu'on ne devrait pas s'inquiéter véritablement là-dessus? Est-ce que le ministère de l'Environnement ne devrait pas un peu plus que jamais ouvrir les yeux sur ce sujet? C'est toute une question de politique environnementale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si dans les eaux il n'y a que des poissons. Il y a des algues qui permettent aussi de sauvegarder la vie marine et la vie sous-marine. Mais il y a quand même une bonne vague d'algues qui sont en voie de disparition, surtout au Cameroun à cause de ces émissions de déchets toxiques dans nos différents fleuves et autres cours d'eau. Mais ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a quand même des dispositions légales internationales par rapport à cela. C'est-à-dire que par rapport au transport des produits, des hydrocarbures, des produits chimiques en vrac, des produits chimiques dans des colis, des eaux usées, des navires et ainsi de suite. Il y a quand même des dispositions internationales qui sont prises pour protéger. Sauf que les personnes qui sous-tendent l'économie internationale sont les personnes qui polluent le plus ces eaux marines. Du coup, ces entreprises sont obligées aussi de contribuer à la protection de la nature à travers notamment certains programmes qu'ils mettent sur pied pour protéger la nature. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il faut une réelle volonté de l'État en question pour protéger ces eaux et surtout que les citoyens ne vivent que de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et c'est pas comme si cette eau-là tombait du ciel. L'eau vit avec nous. Et du coup, si vous ne la protégez pas, si vous ne protégez pas l'eau, non seulement la vie sous-marine sera en danger, mais la vie sur Terre aussi sera en danger. Parce qu'une eau qui est polluée ne peut pas être profitable pour un sol, par exemple agricole. Une eau qui est usée ne peut pas être profitable pour les citoyens qui utilisent pour les différentes activités ménagères ou encore parce que ce sont ces eaux-là qui nous permettent aujourd'hui d'avoir ne serait-ce que l'eau du ménage et ainsi de suite. Mais ces eaux qui sont aussi polluées nous détruisent les plages. Elles détruisent les plages. Ça fait en sorte que parfois quand vous vous rendez dans certaines plages, vous avez l'impression qu'une vague de déchets a été déposée expressément et pourtant elles viennent des vagues même de la mer et elles ont été déposées là puisqu'il y a eu des déchets qui ont été émis par une entreprise. Sauf que l'État n'a pas le pouvoir, il n'a pas la poigne nécessaire pour taper la main sur la table pour demander aux entreprises de respecter les réglementations. Qu'est-ce qui peut bien justifier qu'une entreprise ne soit pas capable de recycler ses déchets, de retrouver une autre formule, pouvoir s'en débarrasser, que d'aller verser dans la mer? Le problème du recyclage, c'est un long problème au Cameroun. Pourquoi? Parce que les entreprises même qui font le recyclage, les entreprises qui font même le recyclage sont d'un domaine précis. Par exemple, pour les brassicoles, on fait le recyclage, mais ce n'est pas tout. Mais sauf que le recyclage ne concerne pas que les produits durs, c'est-à-dire les produits touchables. Ça concerne aussi les produits liquides. Il faut aussi savoir qu'on peut faire un traitement de ces déchets liquides-là, mais ce qui n'est pas forcément visible au Cameroun. On pourrait bien traiter un déchet d'usine pour que ces eaux-là deviennent utilisables, ne serait-ce que pour irriguer les sols, mais ce n'est pas ce qui est fait. Pourquoi? Parce que non seulement il n'y a pas un investissement probant par rapport à ce recyclage-là, aussi que les entreprises n'ont pas intérêt à le faire. Pourquoi? Parce qu'elles font vivre l'État.
Effectivement, Karine. Bon, Bengan, est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, le Cameroun, comme je posais bien sûr la question tout à l'heure à Dominique Audrey, n'est-il pas considéré comme une poubelle? Ces eaux maritimes, ces bordures de mer, avec tous ces navires qui passent par là tout le temps, ne peut-on pas dire vraiment que même la qualité de l'eau de mer où on va tout le temps, que ce soit Kribi ou Alimbe, s'amuser, est une eau très douteuse pour nous-mêmes? Vous dites aujourd'hui, moi je vous dis que tout le golfe de Guinée est depuis le milieu des années 80, les eaux du golfe de Guinée sont polluées. Dans nos villages, vous ne pouvez plus boire de l'eau de ruisseaux. Vous ne pouvez plus. Précisément parce que les exploitants forestiers déversent tout dedans. En ville, c'est plus grave. Vous avez sûrement entendu parler, par exemple, en Côte d'Ivoire, du phénomène de Probo Koala. Je pense que c'était en septembre 2006, où un bateau se permet de venir déverser les choses. Bon, là-bas, précisément parce que la situation politique étant que tout le monde parle, on a pu dénoncer. Dans notre pays, où l'opposition est réduite, la société civile est encartée, il n'y a que le pouvoir en place, le régime qui donne l'information qu'il veut donner. Donc nos eaux sont complètement souillées. Vous ne pouvez prendre pour preuve que lorsque vous prenez la nationale numéro 3, la pénétrante est de la nationale numéro 3, c'est-à-dire à partir de l'aéroport de Douala jusqu'à Yassa, il y a une rue qu'on appelle la rivière aux eaux puantes. Le carrefour. Les eaux noires. Les eaux noires. Le pont noir. Le pont noir. Vous voyez, en plein ville. Capitale économique de la CEMAC. Et vous avez une pareille. Et pourtant, on faisait la navigation. Karine a parlé tout à l'heure de la pêche. Si je vous dis comment nous, on allait regarder les pêcheurs. À l'époque, on prenait le poisson frais pour venir mettre ici, là où vous appelez douche municipale. On venait voir les carpes. Ça peut vous sembler comme une légende. Or, on allait là, on prenait, et le jour où Aïdjo démissionne, on regardait les poissons là, à la voirie municipale. Et on les pêchait là, dans ces eaux. Et l'ambopi, qui passe là derrière la cantine et tout, je vous dis, on buvait de cette eau. La rivière qui derrière la cantine. Oui, la zone derrière la cantine, on buvait de cette eau. Jusqu'à hier, en 1982. Bon, ça peut vous paraître comme une légende, non? Qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que la révolution industrielle, là où les gens vous disent qu'ils ont évolué, n'ont pas évolué. Le milieu industriel, d'abord occidental et capitaliste, c'est un milieu de prédation. Il faut tuer pour exister. C'est pour comprendre l'enjeu, c'est ça. Parce que vous ne pouvez pas comprendre autrement. Qu'on vienne avec des concepts du genre hygiène, santé, environnement, HSE. On l'impose d'ailleurs dans toutes les entreprises et on n'applique pas. Je pense que c'est hier ou avant-hier, vous nous parliez encore de phénomènes pour les, comment j'appelle, les pollueurs-payeurs, des choses comme ça. Non, les phénomènes pollueurs-payeurs. Voilà, oui. Non, ça n'existe pas. Et on profite donc du fait que, comme nous avons des gouvernements comme le nôtre, qui est un gouvernement aux ordres de ce qu'on appelle le développement. Alors que le développement, entre guillemets, la coopération, le développement, on est mort pratiquement. Est-ce que les entreprises recyclent leurs déchets? On les déverse où? Et même les déchets des hôpitaux, c'est incinéré comment? Vous voyez, comme disait un chanteur ivoirien, c'est Dieu qui nous protège. Ah. C'est assez compliqué. Merci à vous, madame, monsieur. Dans un instant, simplement, nous allons prendre la peine de lire les premiers messages reçus ce matin par Karine Santia. Juste quelques messages. Et puis, on va vous donner rendez-vous dans la deuxième partie. On va tenter de les vider. Ou on le fait à la deuxième partie, c'est encore mieux. Hein. Allez, c'est mieux, c'est mieux. On va mieux le faire comme ça. Charles Amen Bachou, en écoutant Bon Bengan sur cette question, maintenant, il faut quand même trouver une solution à ça. Il faudrait que les Camerounais, du moins que le ministère de l'Environnement se lève et prenne ce problème à bras le corps afin de préserver la santé des Camerounais, surtout ceux qui sont dans les côtes et même ceux qui sont à l'interne du pays. Monsieur Michel Ngachou,
Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez vu l'un des ministres de l'Environnement sur une plateforme pétrolière? Vous avez déjà vu un de nos ministres aller sur une plateforme pétrolière? Nous avons plusieurs entreprises. Hein, les plateformes, vous l'avez vu déjà se déplacer? Bien. C'est rare. Alors, l'environnement constitue les terres, des bananes qu'il faut vendre. L'environnement constitue les blocs et les parcelles qu'il faut liquider, les zones de forêt, tout. C'est là où ça s'arrête. Comment gérer le bois qui sort? C'est le rôle de ce ministre. Parce qu'à aucun moment, on les a vus sur ces plateformes. Bombok l'a dit, tout l'axe de la zone de Guinée, du golfe de Guinée est pollué. Parce que recycler coûte cher. Recycler coûte excessivement cher. Simplement, le recyclage du plastique en Europe, c'est 12 millions d'euros là. Combien d'entreprises vont pouvoir commercialiser et se retrouver à recycler 12 millions? Vous avez vu que même une entreprise a voulu commencer ça ici. En ouvrant les endroits où vous devez jeter les bouteilles et tout. Elle s'est vite fatiguée, monsieur Michel. Le recyclage coûte cher. Étant donné donc que les gars ne peuvent pas recycler, même le fait de détruire, ça coûte cher. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez des endroits propice. C'est comme ces gars qui font les vidanges des WC. Ils sortent à la nuit tombée, vers le bois des singes là-bas, on jette, ils démarrent. Lorsqu'on dit, oh, c'est quoi? Ils démarrent vite. Ils continuent, ils campent. Ils vont calculer un autre endroit. C'est comme ça. Allez voir au niveau de Djebalé, mais il y a des couches noires. Parfois, les populations se lèvent, elles se plaignent. Mais comme c'est là-bas, Cap Soué là-bas, Cameroun, c'est très loin. La radio, même parfois, émet difficilement de ce côté. Oui, ça va, l'information va arriver ici. Comment? Non. Des populations souffrent. Souffrent parce que c'est des barils, monsieur Michel Gachou. On arrive à un endroit, vous avez vu une image du proto, ou c'est proto Bao qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Où tout un navire avait été dévissé dans la mer, on a attrapé. Mais ça avait décimé des populations. Voilà. Vous mangez quoi? Vous buvez quoi? Quel type d'eau? Les infiltrations, c'est du fer, c'est de l'amiante, c'est des produits qu'on déverse dans la mer qui tout doucement, lorsque ça se détache, vous voyez des poissons, des espèces qui disparaissent. Est-ce qu'on a des océanographes? Est-ce que le Cameroun a des océanographes? Il faut se poser. Je pense que le dernier même en date, celui dont on parlait, c'est le docteur Jean Folac. Il est plus avec les organismes aujourd'hui parce que l'État du Cameroun a refusé de l'employer. Quand il a commencé à accuser, quand il faisait des rapports, on a dit Ici, nous voulons manger. Ici, nous voulons manger parce que tu n'as pas... Maintenant, il est entre ses missions aux Nations Unies. Malheureusement. Donc, il faut dénoncer, mais malheureusement, il y a qui? Est-ce que nous avons les équipements? Nous avons les équipements en termes de bateaux et tout pour faire le long de la côte surveillée. On en reparle. On en reparle. Merci infiniment, Chalamène Bachou. Merci à la grande famille. Merci à vous qui nous regardez, madame, messieurs. Que ce soit aujourd'hui que vous nous regardez pour la première fois, certainement, oui, je ne sais pas. Soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. Juste une pause et on se retrouve pour la deuxième partie. Nous sommes vraiment gavés ce vendredi. Richard Bona, Please Don't Stop It, c'est le titre, madame, messieurs. Si jamais vous ne l'avez pas, allez encore regarder. Merci infiniment à la réalisation pour cette proposition ce matin de cette belle chanson. Disons-le, Richard Bona est puissant, il est bon, c'est un génie et le Cameroun devra en être fier. Tout faire pour garder un tel talent, mais surtout que ce qu'il a de grand, de beau soit également orienté vis-à-vis des Camerounais. Et comme Bon Benga le disait tout à l'heure, lorsqu'on est l'aîné d'une famille, il va falloir justement, dans la communauté, tenir la main de ses cadets et des autres afin de grandir ensemble. Richard aujourd'hui est loin, il est grand, il est puissant, nous aussi nous en sommes fiers. Et il y a tellement de jeunes Africains et Camerounais qui rêvent de faire comme Richard. Allez, vous savez, le talent, c'est le talent. Si vous sentez que vous avez ce talent en vous, n'hésitez pas, foncez, poussez. Richard pourra vous ouvrir les portes de ces cadres. Vous permettez en une seconde, justement, les talents comme Richard Bona, en fait, c'est la communauté qui doit détecter. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? On détruit les talents. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes contre Dieu. Voilà quelqu'un qu'on appelle Dieu. C'est un Dieu. Est-ce qu'il a atteint le sommet de son art? Et le pays devait donc l'accompagner. Et chaque fois, puisque nous ne savons pas lire ces choses-là, c'est pour ça que nous sommes en retard.
Vous avez eu des gens comme Francis Bébé, Manu Dibango, Anne-Marie Zé, Didi Tchakounte, Jean Aladin Bekoko, des gens. Donc, vous ne savez pas valoriser, vous ne faites pas. Donc, on a commencé par un orchestre national. Au lieu d'aboutir aujourd'hui à ce qu'on appelle un conservatoire, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris quelqu'un qui gérait le conservatoire en Occident, Eco Roosevelt, pour venir le noyer dans les eaux de Akribi. Vous voyez, donc on vient tuer les talents. Et vous faites ça, vous pensez que les dieux vont vous bénir. Non, la partie des ancêtres, ils vont vous maudire. Parce qu'en même temps, les ancêtres vont vous maudire. Dieu vous donne le talent. Parce qu'il est question, parce qu'il y a 3 proverbes qui guident l'orientation du monde que les Africains ont apporté. Première chose, on dit, il n'y a de richesse que d'hommes. Donc un homme riche, c'est celui qui a beaucoup d'enfants, qui aime les gens. La deuxième chose, c'est, quand vous avez ces gens, il faut les former, les éduquer. Et après, vous les faites asseoir. Donc, vous leur donnez une éducation appropriée au regard de ce que vous avez comme vision pour votre pays. Après, vous les situez là. Pour que les références viennent. Aujourd'hui, qui connaît Francis Bébé, on le considère comme un sawa. Bon, écoutez, c'est un peu... Et là où l'autre société, on vous dit, on est à l'idée, on vous montre même les journées de deuil national, ainsi de suite, ainsi de suite. Malheureusement. Et nous, c'est lui, on le voit aux gémonies. Bah oui, écoutez, si y en a qui vous diront, monsieur, allez acheter des codes, c'est ce qu'ils vous diront. Bon, parlant des codes, on s'arrête là. Karine Santia, quels sont les messages retenus ce matin de nos téléspectateurs qui sont assez nombreux quand même, et merci infiniment pour vos nombreux messages. D'ailleurs, vous vous êtes rendu compte que à chaque fois qu'on vous lit, on peut liker pour vous dire merci, merci encore. Moi, je n'ai jamais mendié, même quand je n'avais rien. Donc, je chasse tous ceux qui viennent mendier. Non, les seuls à qui je dois, c'est mes parents. C'est Jocelyne Tchabga qui écrit. Ce qui me fait rire, c'est que ceux qui aident là, demain quand tu n'as plus rien, tous ceux que tu as aidés t'insultent proprement. Alors, ça veut dire qu'il n'est même pas lit même pas la Bible. Même moi qui ne suis pas chrétien, apparemment Jésus a dit quelque part qu'il avait guéri 10 personnes. Une seule personne est venue lui dire merci. Donc, vous voyez. La solidarité a foutu le camp aujourd'hui, c'est de l'individualisme et la concurrence entre les familles, des jalousies ruineuses qui finissent par couper même les cordons ombilicaux. Kiki Queen qui nous a écrit ce matin. Quand on aide quelqu'un, c'est sur son compteur chez Dieu, que ça pointe et non sur la personne que tu as aidée. Donc aider autrui, c'est pour soi-même, et si l'on ne reconnaît pas ici-bas au ciel, Dieu le reconnaîtra. Charlotte et Tébeka. Donc, comme quoi il faut aider. Monsieur Michel Ngachou, le deuil du pauvre est plus bien que le deuil du riche. Ça veut Parce dire que quoi, tout le monde vient chez le riche c'est par rapport au message. Le deuil du pauvre est 1000 fois mieux que le deuil du riche. Chez le riche, on vient manger. Chez le riche, les gens arrivent, on se la pète, on monte sur ses grands chevaux. Chez le pauvre, chacun vient avec un coup. Chacun sort de chez lui avec le coup. On rassemble pour que tout le monde mange. Si vous avez une famille où elle est une famille déconstruite et que vous encadrez à cette déconstruction, demain les enfants vont se marier entre eux, les enfants vont se goûter, comme on dit au village, entre eux. Vous n'aurez que vos yeux à pleurer pour venir réparer. Beaucoup de responsables, de chefs de famille ont juré au nom de l'argent de s'inscrire dans la logique de la division. Vous avez plein de familles qui sont divisées. Les chefs de famille les regardent parce qu'il y a un côté qui donne. Première chose pour une famille unie, mettez tous ceux qui ont l'argent à côté. Oui, mais on ne peut pas forcément mettre ceux qui ont l'argent à côté. Mettez ceux qui ont de l'argent à côté. Non, mais s'ils manifestent une attitude, justement... Monsieur Michel Ngachou, quand je dis mettez-les à côté, ça ne veut pas dire chasser-les, bannissez-les de la famille. Mettez-les à côté pour organiser, on n'a pas besoin d'eux. Si le petit frère qui est milliardaire, quand il arrive dans le milieu, les petits frères. Petit frère, s'il est un zoup, il arrive là où il y a les gens, on dit monsieur Nzou, tout assis là. Même si, oui, je le dis pour que les gens comprennent. Quand, vous voyez, quand quelqu'un, comme en Pays Bassa, on appelle un sorol, quand on emploie cette expression, donc, ça va, c'est d'échelon en échelon. Chacun doit prendre sa place. Si quelqu'un ne prend pas sa place, ça ne vaut pas la peine. Ceux qui disent que ma mère m'a aidé, je ne dois pas, je ne dois plus. Mais monsieur, vous ramez à compte courant.
Les messages. La mendicité au pays est exagérée. Si tu ne martèles pas dans les oreilles des tiens que tu n'es pas le sacrifié, tu es fini. Lui ou sa sueur. Un enfant qui n'a pas demandé à naître, mais les parents ont le devoir de l'élever. D'élever ses enfants. Lui-même n'a pas d'enfant. Franck Gono qui écrit. D'abord mes enfants, le reste après. Je n'attends rien de mes enfants. J'ai juste fait mon devoir de parent. Antoinette Mani. On doit aider ses parents à vie si on a les moyens. Mais pour les frères et sœurs, on les aide à devenir indépendants. Alors, c'est ça la... C'est peut-être une idée que partage Dominique Audrey au Yengelec. On aide justement ses frères et ses sœurs à devenir indépendants. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça ne sert à rien d'envoyer du riz tous les jours à quelqu'un. Tous les jours. Il faudrait responsabiliser et aider vos frères et sœurs à grandir. Un petit frère qui sera toujours là à vous demander du crédit ou bien à vous appeler chaque fin du mois pour vous demander du riz ou bien pour vous poser des problèmes tous les jours, vous ne l'aidez pas parce que vous faites de lui un mendiant. Vous lui donnez de quoi se constituer son propre argent, c'est tout. Maintenant, pour vos parents, vous pouvez allouer un budget mensuel pour vos parents. Mais pour les frères et sœurs, bon, les amis, ça reste à voir, hein. Et ceux qui quémandent tout le temps là, vraiment, si ce n'est pas important, si ce n'est pas la santé, vous ne leur donnez rien. Parce que pour manger, il faut travailler. Très bien. Monsieur Michel Ngachou. Oui, c'est Alain Bachou. Le drame dans cette histoire, c'est que ceux qui ont de l'argent pensent pour les autres. Et c'est ça qui gagne les familles. Tout à fait. Ceux qui ont de l'argent pensent pour les autres. Arrêtez de penser pour Pourtant, les autres. ils n'ont même pas les idées. Dieu. Oui. C'est ça le concept. Vous n'êtes pas même pas le les Dieu. idées. Arrêtez de penser pour les gens. Je ne travaille pas. Je suis à la maison. Un matin, tu portes une voiture, tu vas me donner que faire le taxi. Je te dis que c'est ce que je voulais faire. Tu penses ta chose, c'est sur moi que tu viens. Non, attention. Et c'est beaucoup de choses. Ça résume, ce que vous dites résume justement une réalité qu'on a connue à l'Ouest Cameroun dans un village, on ne va pas citer le village. On a un milliardaire qui a été vraiment grand milliardaire au Cameroun, connu de tout le monde, et qui était celui qui décidait de tout, sur tout, partout et en tout. C'est-à-dire que vous arrivez au village, c'est chez lui qui a la sous-préfecture, c'est chez lui qui a la mairie. Non, la route n'arrive pas, tout passe par lui. Ça, vraiment, c'est pas les contemporains. Et au point, non mais écoutez, depuis qu'il est mort, imaginez-vous qu'il décède et que les gens soient heureux de dire enfin on a été libérés. Par contre, il aurait été justement celui qu'on devait porter et se dire ben, voilà celui à qui Dieu a remis le talent, comme vous disiez tout à l'heure. Malheureusement, c'est une réalité. Michel, on n'attend pas ça des hommes. Pensez que, je vous promets, à la fin de chaque émission, vous faites des phrases qui, pour la plupart, touchent un bon nombre de Camerounais. Mais lorsque vous ne le ferez pas, ou bien si vous n'êtes pas là, personne ne se souviendra de ça. On se souviendra d'autres choses, à part le bien que vous avez pu faire aux gens. Aujourd'hui, peut-être dans ce village, les gens estiment que cet homme était mauvais et tout. Le frère qui vient vous donner un taxi, vous le donne pour que vous ne lui demandiez plus l'argent de baigner tous les jours. C'est à vous de dire à votre frère... Permettez. Oui. Je vous raconte une petite histoire, vraiment, vous me permettez. Oui. Moi, je sors du Ndé, ok? Et dans le Ndé, il y a un homme qui est connu de tout le monde. On ne cite pas les contemporains. Oui. Imaginez-vous que des enfants réussissent au baccalauréat, disent que ben non, nous on a un père. On dit, bon papa, on sait comment au Cameroun c'est compliqué. Tout ce que nous voulons simplement, c'est d'entrer à l'ENS. Oui. Nous ne demandons même pas les NAM. Nous voulons juste entrer à l'ENS. Oui. Papa, s'il te plaît, donne-nous la possibilité de pouvoir nous aussi nous inscrire et d'obtenir nos diplômes parce qu'il paraît qu'au Cameroun, vraiment, ça se passe comme ça. Le père qui est le père dit à ses enfants, allez vous battre parce que moi aussi, je me suis battu pour être ce que je suis aujourd'hui. Bravo à ce père. Il a bien parlé, c'est vrai. Il a bien parlé, c'est vrai. Mais si on veut maintenant revenir au contexte, c'est-à-dire qu'au problème qui était posé, finalement, il faut vivre en communauté. Mais comment est-ce qu'on peut vivre séparé justement de la société alors qu'on a besoin de cette main-là pour pouvoir grandir? Notre société aujourd'hui a du mal avec les personnes qui ne sont pas d'accord avec un certain nombre de choses, Michel. Ces enfants-là, aujourd'hui, certainement nourrissent une sorte de rancœur, de récrimination par rapport à ce père-là. Mais oui, j'ai travaillé avec un monsieur dans un média précédemment qui, il était très connu, il a des entrées partout. Au niveau de la radio, on lui a dit, monsieur, puisque vous avez les entrées ici, 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 est-ce que vous ne pouvez pas nous favoriser la publicité? Il nous a dit jamais.
Jamais. Si vous faites du bon travail, la publicité viendra seule. Et c'est l'éducation qu'on doit donner aux enfants. Même si votre parent est quoi, ne vous attendez pas à ce que vous soyez ça parce que votre parent est. Et ce sont les mêmes plaintes qu'on a tous les jours ici. Donc oui au genre de père qui dit à son enfant, si tu comptes sur moi, tu vas passer ta vie là parce que je ne ferai rien pour toi. Maintenant, ce qui concerne l'histoire du jour, non au frère qui demande l'argent tous les jours. Mais si votre frère peut avoir besoin d'aide pour se constituer son patrimoine, aidez-le, pas la nourriture tous les jours. Il y a un problème. Oui. Justement, Charles Hamel a dit quelque chose. Pourquoi il y a eu ce délitement? Dans nos sociétés africaines, quand on dit c'est collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant a des devoirs. Quand vous commencez aujourd'hui à dire à un enfant de 9 ans qui conduit la famille, il dit, dis-moi s'il te plaît. Quand tu dis à ton enfant, donne-moi de l'eau à boire. Il dit, papa, dis s'il te plaît. Tu me dis pas s'il te plaît, je ne te donne pas l'eau. Vous allez, quel enfant vous allez dire là? Il y en a qui me disent que c'est comme ça, c'est une bonne éducation qu'on apprend, ça c'est faux. C'est archi faux. Justement, je vous ai dit tout à l'heure du concept d'élitisme. Parce que c'est venu en haut. Et c'est pour cette raison que les anthropologues africains ont mal traduit ce qui venait. Chez nous, c'est les aînés qui portent le respect aux aînés. Il y a chaque famille, tu es né d'une famille de pêcheurs, on vous apprend d'abord la pêche. Maintenant, il peut arriver, puisqu'il y a le côté spirituel de Dieu, il peut arriver que dans cette famille de pêcheurs, il y en a un qui va sortir pour faire le droit, pour faire des métiers peut-être paramilitaires. On dira l'exception. Donc, ce sont les aînés. Les papas organisent à donner une certaine orientation à sa famille. On suit. On suit. C'est pour ça que le parlementarisme est bon. Et c'est pour cette raison que nous, en Afrique, il n'y a pas de conflit entre les enfants et les parents, entre la femme et son mari. C'est la complémentarité dans le couple. Maintenant, puisque les idées sont venues d'ailleurs, ils sont venus désorganiser ce qu'on avait, on a commencé à dire, oui, vraiment la famille est due comment? Puisque la famille nucléaire, là, les Bengan par exemple, je vais dire, pour avoir cette notion, il faudrait aller à mon père. Est-ce que lui-même est né d'une famille polygamique? Leur papa avait organisé comment? Voilà comment ça se distille. Très bien. Ça se distille et le respect des aînés. Et c'est eux qui impriment le reste. Monsieur Michel Ngachou. Oui, monsieur Michel Ngachou. Quand vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un, impliquez la femme. Dans la famille, impliquez la femme, impliquez les sœurs, impliquez la mère. Ouais, mais tu penses que même tel là peut faire quoi? Quand tu le vois là, elle dit, je le vois trop, il traîne dans les bars, il monte, je vois, il fait... C'est elle qui vous donne l'orientation. Après qu'elle vous a donné l'orientation, vous l'approchez en disant, mais tu penses que tu peux faire quoi? Si vous décidez d'aider quelqu'un, ne l'aidez pas à moitié. Vous voyez des gens, parfois ils se lèvent le matin et disent, j'ai décidé que tu vends le gaz. J'ai décidé, comme tu es ici, tu chômes là et tout, tu vas vendre le gaz. Il vient avec 30 bouteilles de gaz, il dépose. C'est la raison pour laquelle des projets loupent. Parce que ce qui est fait pour vous, contre vous, sans vous, mais monsieur Michel Ngachou, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça revient à l'idée que c'est la femme qui est au centre de tout. Contrairement à ce que certains occidentalisés veulent faire croire, qui ne comprennent pas l'histoire de l'Afrique. Quand on vous dit que le mariage commence par la cuisine, ça veut dire quoi? Vous voulez avoir votre bonheur en tant qu'homme, c'est la femme. Voilà. Lorsqu'on dit la nuit porte conseil, ça renvoie à quoi? La femme. Voilà. Lorsqu'on parle même du deuxième bureau. Même voilà. Donc, le deuxième bureau, c'est un terme militaire qui veut dire renseignement. J'ajouterais donc, en fait, quand on dit que même, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Voilà. C'est la femme. C'est chacun qui voit midi à sa porte. C'est la femme. Donc, les anthropologues de l'Occident ont mal interprété les idées et c'est devenu conflit. Non, vous ne pouvez pas aider votre fils. Quand le l'aidant même, c'est maman qui dit non. Est-ce que tu sais même que ton frère la vole souvent? Voilà. Je ne dis pas seulement à ton père, mais tout l'argent que j'ai dit ici, j'essaie de le corriger. Donc, comme tu veux lui confier l'argent là, voilà. Attends encore un peu. On va dire justement que la femme c'est à ceux qui veulent là qu'on confie les choses. Hein. Voilà, non, parce que comme je suis élite,
J'étais que mon frère là, il dit qu'on commence à bavarder, on dit que son frère a réussi en ville. Il n'était pas dit, bon, gars, prends même 3 motos. Voilà. Mais le gars va bourger, son premier va t'apporter. Merci beaucoup, Mourant Bengan. Merci infiniment. Et puis, on va en passant saluer toutes les femmes qui sont au cœur de tout ce que nous faisons, parce que la femme, on ne le dira jamais assez, oui, c'est vrai, mère de l'humanité. La femme, c'est celle-là justement qui nous a prêté son ventre pendant 9 mois, celle qui a pris tous les risques et en même temps nous mettre au monde. La femme est à l'honneur, la femme est respectée et nous continuerons toujours à vous dire merci à vous les femmes, mais surtout, s'il vous plaît, revoyons parfois nos comportements avec nos mères, nos sœurs, pour qu'on puisse avoir une société, on dirait, équitable. Allons tout de suite voir ce que nous proposent les réseaux sociaux. Karine Santia a retenu des sujets pour nous ce matin. Oui, ce matin, on parle encore de Samuel Ouazizi, son décès qui pousse tout le monde à se poser beaucoup de questions sur l'état de la démocratie au Cameroun, l'état de la liberté de presse au Cameroun, l'état encore du délit de presse au Cameroun. Doit-on quitter de la condamnation du délit de presse aujourd'hui pour juste des sanctions légères? Comment est-ce qu'on doit gérer la liberté de presse au Cameroun? Parce que ça commence à bien faire. 300 jours sans être vu par son avocat, on n'en croirait pas, mais c'est vrai que beaucoup de personnes aussi attendent de la sortie du gouvernement pour savoir vraiment sur quel pied danser. Et c'est une situation qui laisse tout le monde pantois aujourd'hui, décider d'en parler, décider justement d'aller plus loin parce que la presse est touchée. Un journaliste qui tombe, c'est un pays qui est tout en panique. Samuel Ouazizi était pas seulement journaliste, mais c'était un frère, c'était quelqu'un qui pouvait servir pas seulement dans sa région, mais qui servait le Cameroun, parce que son rôle, comme le nôtre sur ce plateau, c'est non seulement de vous informer, c'est de vous éduquer surtout, et dans la mesure du possible, vous divertir. On fait aussi dans la relance sociale, on peut dénoncer, on dénonce parce qu'on veut construire ensemble. Et la question était bien posée ce matin, bon Bengan, lorsque nous revenons sur la sortie de Joshua Oshie, qui pense qu'il faudrait absolument qu'il y ait une dépénalisation des délits de presse au Cameroun. Est-ce qu'il n'est pas temps véritablement de revoir cela, mais surtout de mieux comprendre le lien qu'il y a entre cette dépénalisation des délits de presse ou encore la loi de 90 sur les libertés en matière de communication sociale au Cameroun, mais surtout la loi au Cameroun portant sur le terrorisme qui a été rendu public en 2014. Le Cameroun est une curiosité. Vous savez, on dit du journaliste qu'il est le 4e pouvoir. Et on ne veut donc pas qu'il exerce ce pouvoir-là. Et le pouvoir-là, c'est lequel? Informer, éduquer et divertir, c'est tout. Mais l'informer, là, veut dire que vous avez d'abord sur la chose publique, vous devez avoir l'information de la chose publique. Vous devez avoir le déroulé des projets. Oui, vous avez accès à l'information publique. Vous devez avoir le déroulé des chantiers de ceux qui prêtent serment. D'abord, les élections municipales et législatives viennent de se passer. Certains députés et certains maires ont pris certains engagements. Donc, vous devez les suivre et être en mesure de dire que tels élus, vous avez promis ci, vous avez promis ça, mais où en êtes-vous? S'il ne dit pas, vous dites, il n'a rien dit. Vous dites, mais nous sommes quand même écœurés de constater que le maire avait promis qu'au bout d'un an, il allait. Aujourd'hui, on pose la question de dire rien. Mais sauf que dans notre pays, quand vous rapportez comme ça, le maire va dire, mais il ne m'a jamais vu. Parce qu'on a eu même des interviews ici, dans ce pays, où les gens ont nié. Ils ont nié. Ils ont dit, mais je ne l'ai jamais rencontré. Vous venez même à la même courante, vous rapportez même, votre nom est inscrit, j'ai rencontré telle personnalité, tel jour, les échanges, vous avez réalisé l'interview, vous décryptez, vous lui donnez pour correction, mais vous publiez. Parce qu'en haut, on a dit, non, je ne l'ai jamais rencontré, c'est pas public. Et on vous condamne pour ça. Donc, en fait, il y a le bâillonnement de la presse. C'est pour cette raison que nous avons commencé ce débat en disant, d'accord, il peut même arriver qu'il y ait des journalistes de mauvaise foi, mais est-ce que la condamnation du journaliste ne peut pas être allégée simplement par le seul fait que s'il est dans la presse écrite, à la radio, à la télévision, il y a et qu'un citoyen se trouve, j'allais dire, diffamé, il peut réparer son image, pas dans les mêmes conditions. Donc,
droit de réponse à la presse écrite, à la radio, on lui révoque justement pour que le journaliste lui-même ait honte. Parce que ici, puisqu'on ne sait pas que, en fait, lorsque le journaliste commet trop d'erreurs et qu'il y ait beaucoup de droits de réponse, lui-même, il meurt socialement. Il va mourir socialement, il meurt. Donc, mais on a plutôt c'est la meilleure, c'est même la meilleure formule. C'est la meilleure. C'est-à-dire que comme c'est la répression, lorsque le journaliste donne une information qui n'est pas fondée, qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas recoupée sur un individu, il demande simplement un droit de réponse. Absolument. Et on lui donne l'antenne avec le même temps, le même moment, pour qu'il puisse expliquer sur cette donnée-là. Voilà, imaginez donc que cela arrive 2-3 fois pour un journaliste en un mois. C'est assez compliqué. Il est mort socialement. Très bien. Il est mort. Donc c'est même plus fort que les 6 mois ou les 2 ans qu'on va le donner. Très bien. Donc voilà un peu comment les lois devaient réguler la Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, cher Lamine Bathieu, véritablement, ici, du rôle de l'organe régulateur en matière de presse au Cameroun, qui est le Conseil national de la communication, qui, au-delà de réguler, pouvait aussi protéger, encadrer, ce qui se fait d'ailleurs en termes d'encadrement, même si on ne les voit pas suffisamment, mais quand même, il faut protéger les journalistes d'une manière. Quel est le pouvoir qu'on a donné à cet organe? Quel est le pouvoir qu'on a donné au CNC? Le CNC est dépourvu de tout pouvoir, sauf que celui de constater, celui d'arbitrer, et c'est tout, monsieur Michel Ngachou. Vous avez vu, il y a des responsables des DP de certains organes qui ont été condamnés, qui ont craché sur le CNC, qui ont maintenu, qui ont laissé ouvert. Il y a ceux qui ont été suspendus à vie concernant, vous voyez les attitudes. Donc j'estime que le CNC, c'est là, cet organe veut travailler, veut se donner les moyens, mais hélas est tenu. Est-ce que le CNC est bâillonné? C'est plus que bâillonné, monsieur Michel Ngachou. C'est vrai qu'ils vont nous opposer en disant nous travaillons de manière libérale, mais nous savons qu'ils sont bâillonnés, qu'ils sont tenus, monsieur Michel Ngachou. Et vous allez vous rendre compte que si on liesse la presse, ceux qui tiennent la presse, c'est ceux qui ont des casseroles, qui tirent, qui traînent des casseroles. Dans tous les régimes, monsieur Michel Ngachou, on cherche toujours à tenir la presse. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, Mambog le disait hier, ce n'est pas la multiplicité des presses qui fait la démocratie, qui fait la liberté d'expression. Chacun se bat à avoir une presse cachée quelque part. Lorsqu'il sent qu'il est menacé par le camp adverse, il envoie des informations, on bombarde. Donc vous voyez, il y a cette instrumentalisation de la presse. J'estime aujourd'hui que M. Michel Ngachou, plus que jamais, ses aînés dans le métier, qui ont combattu aux premières heures, qui ont été fouettés, chicotés, enfermés, emprisonnés, Monsieur Ngachou, qu'il ne cesse, qu'il n'arrête pas le combat, qu'il continue ce même combat d'arrache-pied. Ils nous ont obtenu quand même cette liberté. On peut s'exprimer, on peut dire des choses, qu'ils vont encore plus loin pour nous obtenir. Peut-être qu'ils sont fatigués, mais il faudrait que la transition soit réellement soit en marche pour pouvoir résoudre. Même si on a Charles Lamé qui sont vraiment partants pour qu'il n'y ait pas de dépénalisation de la presse au Cameroun. On les connaît, ils sont assez nombreux. Alors, mais il y a quand même, aussi. Oui, il y a pas mal de personnes. On va peut-être pas citer les noms, mais en passant, on va quand même faire un petit clin d'œil au professeur sénateur Albin Bida, qui lui, il est pour qu'on maintienne les peines, justement, en ce qui concerne les dérives en matière de presse. Vous lui faites un clin d'œil? Oui, vous dites, il fait partie justement de ceux-là qui continuent justement à tenir. Et pense qu'on peut... C'était aussi ceux qui protègent, parce que si vous citez un camp, c'était aussi l'autre camp. Oui, mais... Non, mais il y a Joshua aussi. Il nous regarde sûrement. Moi, je sais que nous, on s'inspirait de lui. Il avait une émission qu'on appelait Radio Trottoir. Oui, ça c'est à la CATV, Poste National. Oui, Poste National. À l'époque, c'était Radio Cameroun. Oui. Voilà. Et lorsque la télévision est arrivée, il lui est arrivé de quitter le plateau de télévision de débat parce qu'il n'acceptait pas la contradiction. Voilà, ça c'est compliqué. Il arrivait de s'effacer. Dominique Audrey, quand même, dans son point de vue, sur la question justement du décès de Samuel Ouazizi, comme Carissa le disait à l'instant, on se rend quand même compte ici aujourd'hui qu'il y a une société civile qui se lève et demande justement à faire une marche et invite les Camerounais à se joindre à cette marche pour pouvoir dénoncer ce type d'abus. Alors vous croyez quand même que cette marche peut faire entendre, peut mettre une certaine pression sur le régime de Yaoundé? Bien sûr.
Bien sûr, il faudrait que, je crois que ça a commencé hier à Boya, il faudrait que les gens... C'était une rencontre, hein, ils sont juste allés voir le gouverneur, mais une marche il y a eu la réelle. rencontre, Ils ont marché. Voilà, C'est au niveau des services du gouverneur voilà, qu'on a dit justement. qu'on ne prend que 3 personnes. Ils ont marché. Je reconnais bien ce couloir. Oui, effectivement, il faudrait que, justement, il n'y ait plus ce genre de situation. La marche intervient simplement parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de communication officielle du gouvernement qui est, entre guillemets, incriminé dans cette histoire. Je pense que s'ils avaient déjà eu une communication, comme ils savent bien le faire, les gens n'auraient pas prévu ça. Les gens veulent marcher pour exprimer leur douleur. Aujourd'hui, c'est lui qui décède. Demain, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. Donc, il ne faudrait pas que les gens, ce genre de circonstances encadrent la mort. Et moi, je suis heureuse que des hommes politiques, Kawala, Joshua aussi, Cabral Libi, je crois, oui, se sont tous levés et ont Michel exprimé... Ndoki, Maurice Kamto, ont exprimé leurs sentiments à ce sujet-là. C'est très important. On doit tous être unis parce qu'aujourd'hui, c'est dans une famille. Demain, ça peut être dans la famille de n'importe qui. Et ce genre de choses, ça doit être... sanctionné. Parlons du délit de presse. Il y a un certain nombre de sanctions qu'on émet. Moi, je pense que la charte éthique encadre le travail de journalistes. Et je suis d'accord avec Bombo qu'il y a d'autres moyens. Mais il faudrait également que les journalistes revoient leur façon de travailler. Vous savez, il y a les outrages, il y a les mensonges, il y a la diffamation. Il faudrait qu'on... Des séminaires doivent être organisés. En même temps, doivent être organisés, mais qu'ils devraient également y participer. Hein. Oui, justement, que l'instance qui est chargée de réguler ce métier organise des séminaires pour recycler les journalistes constamment, pour leur rappeler quel est le travail. Est-ce que vous savez que le devoir du journaliste, c'est de donner la bonne information aux téléspectateurs? Il doit être indépendant. Il faudrait peut-être qu'on nous le rappelle constamment, parce que personne ne dira qu'il n'a jamais à un moment eu un égarement. Donc, il faudrait peut-être que si le CNC veut véritablement faire son travail, qu'on organise des séminaires de recyclage, de formation, même pour d'autres, parce que beaucoup devraient retourner à l'école. Très bien, merci beaucoup Dominique Audrey. Karine Santia, vous me laissez quand même un petit message sur cette question qui vous aussi vous interpelle en tant que journaliste. Oui, notre pays est quand même très très réfractaire à l'information, hein, surtout l'information vraie et juste. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des difficultés à avoir accès même à l'information. Parfois vous êtes arrêté, parfois vous êtes incarcéré, parfois vous êtes même couvert. Et pourtant on sait que dans d'autres pays, les journalistes parfois sont protégés et encadrés. Surtout lorsque vous êtes dans une zone de crise comme la région du nord-ouest ou du sud-ouest par exemple actuellement. C'est notamment l'armée qui vous protège. C'est pourquoi il y a certains journalistes qu'on appelle aujourd'hui les journalistes de guerre. Parce qu'eux, ils travaillent forcément sur les champs de tir. Et puis, ils bénéficient des formations, des orientations. Parfois, ils sont capables de tenir l'arme juste pour se protéger au moment venu. Mais dans notre pays, on ne veut pas que ça arrive. On ne veut pas qu'un journaliste soit capable d'aller voir ce qui se passe dans les champs de tir et de dire vraiment ce qu'il a vu. Pourquoi? Parce que on sait que ce qu'on fait, d'ailleurs, n'est pas bien. Et vous savez que dans notre gouvernement, Joshua aussi le disait ce matin à la radio, n'a jamais, en tout cas jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore accepté qu'il y a une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Du coup, ils ne peuvent pas comprendre comment est-ce qu'il existe des journalistes de guerre. Et vous allez voir que toutes les lois seront liberticides dans ce cas-là. Et dites-vous bien que tous les journalistes vont finir par en crever si on continue dans cette lancée. Merci beaucoup Karine Santia. Chalamel, juste pour en finir. Oui, monsieur Michel Ngacho, il y a des informations classées secret défense. Il y a des informations que vous n'êtes pas censé donner en qualité de journaliste. Je dis par rapport à ce qu'a dit Karine. Non, vous devez, lorsque vous collectez des informations, si vous arrivez, vous voyez qu'on a arrêté ou on est en train de tirer, il y a des informations, monsieur Michel Ngacho, que vous rentrez, même dans le traitement, vous devez vous rapprocher de certaines personnes de la hiérarchie militaire. C'est pas tout qu'on récupère, qu'on balance aussi comme ça. C'est comme quand vous êtes sur le théâtre de l'opération, vous n'allez pas filmer des policiers ou des acteurs qui n'ont pas de cagoule. Vous devez les prendre avec la cagoule. Donc il y a quand même une règle. Le drame que nous dénonçons, c'est le fait pour le journaliste d'être sur le terrain, d'avoir la bonne intention de collecter,
mais d'avoir le refus d'accéder à l'information. la bonne information. Et le drame encore, quand on le taxe pour... comme s'il appartenait à un parti adverse. Voilà. C'est ça qui est dangereux. En tout cas, madame, monsieur, les questions sont bien connues aujourd'hui. Est-il vivant? Et s'il est vivant... La question plutôt, c'est est-ce qu'il est enterré ou est-ce qu'il est enterré? Pourquoi la famille qu'on dit être au courant n'a pas eu le corps? Cher Lamel, est-il vivant? Et s'il est vivant, pourquoi le cache-t-on depuis bientôt 1 an? Sans jugement. C'est un silence étrange. Deuxièmement, s'il est mort, que lui reprochait-on précisément? Et quel est l'itinéraire qu'il a emprunté? Quand est-ce qu'il est mort et où est-ce qu'on l'a enterré? Finalement, pourquoi a-t-on caché l'information? Pour nous, c'est assez compliqué. Non, le problème de la mort n'existe plus. Il est mort. Il est mort. Oui, bon, c'est toutes les questions. On attend donc que le gouvernement se prononce en nous donnant des réponses justement à ces questions qui ont été posées. Et on nous a fait savoir que dans les jours à venir ou dans les heures à venir, le gouvernement pourrait se prononcer. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest nous a dit que quand il quittait le Sud-Ouest pour Yaoundé, il était bien portant. Voilà. Il ne sait pas ce qui est arrivé à Yaoundé. Quand on interroge Yaoundé. Très bien. Il s'en lave les mains. Il fait du ponce pilatisme finalement. Je ne sais pas. Allez, Karine Santia, deuxième sujet. Oui, cette fois-ci, on parle de l'hydroxychloroquine. 3 des acteurs de l'étude de Lancet se rétractent et demandent la rétraction de l'article. 3 à 4 acteurs de l'étude controversée publiée dans le Lancet sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine contre le coronavirus ont demandé la rétraction de l'article, a annoncé la revue scientifique médicale hebdomadaire britannique jeudi soir. L'information justement de tout ce qui se passe là, un coup on accuse Dr Didier Raoult de France de ce qu'il détient comme solution pour le Covid-19 n'est pas adéquat. Lui-même il revient au lendemain, prouvé par A plus B que l'article est erroné et connaît tellement de manquements. D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que à la publication de l'article, tout de suite l'OMS est levé. L'OMS a pensé qu'il fallait absolument mettre fin à l'utilisation de l'hydroxychloroquine en France, ce que les Français rapidement ont acté, mais 2 jours après ils reviennent. Alors, Dominique Audrey, vous ne pensez pas que ce tâtonnement permanent, au point où ces auteurs viennent à demander que l'on supprime l'article dans le magazine, prouve à suffisance qu'il y a une cabale contre Didier Raoult de France? Oui, ben, sauf que j'ai lu des articles où les 4 responsables de l'article se seraient entendus avec un centre, je crois c'est sur Giffer, où ils ont fait des tests sur des gens, mais sauf qu'à la dernière minute, la société en question n'a pas voulu donner les résultats en clamant la confidentialité des noms, des trucs et tout. Donc ce qui fait que face à ça, ils ne pouvaient donc pas prouver que Didier Raoult avait... sorti un mauvais protocole. Mais moi, je reste sur ma position d'hier. Si certains pays restent là, parce qu'on peut encore nous sortir une autre version demain, tout est possible. Aujourd'hui, 3 se rétractent, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'une seule personne qui dit que le procédé n'est pas bon. Que font donc les autres pays? On fait quoi? On reprend encore ça ou on fait quoi? L'OMS ne s'est pas prononcé? Très bien. Monsieur Ngachou, parce que lorsqu'on a dit que ce n'est pas bon, ils ont dit qu'on arrête. Et maintenant qu'on a démonté cet article-là, ils ne disent rien. En attendant, les patients prennent quoi? Je veux dire, depuis qu'ils ont arrêté ça en France, que prennent les Français? Non, mais l'OMS est revenu justement à la charge en disant qu'on peut reprendre l'hydroxychloroquine. Vous savez, il y a environ 72 heures. Je pense bien. C'est assez compliqué. Charles Amel Bachou, c'est une situation qui pose un réel problème aujourd'hui, certainement à la science elle-même et à la médecine, entre guillemets, moderne. Devrait-on lui faire confiance au moment où, au Cameroun, nous sommes à 7000 et poussières justement de personnes touchées par le Covid-19? L'hydroxychloroquine, l'azithromycine, c'est adéquat pour nous, vous pensez? Quand vous allez finir votre danse Bafia, vous allez venir nous trouver au village. Nous, on est là-bas. L'autre là, je n'ai plus de commentaires sur ça. Vous avancez. Arrêtez. Non, on reprend. Non, mais observons. Mais c'est quand même bizarre quand même que l'OMS ait décidé. Non, c'est bizarre que l'OMS ait décidé d'arrêter, de demander qu'on arrête l'utilisation de l'hydroxychloroquine sans lui-même
Oui, sans elle-même, une organisation, sans elle-même faire ses recherches sur l'hydroxychloroquine. Pourquoi elle-même, elle n'a pas fait des recherches pour publier ses propres travaux et se baser sur les travaux d'un magazine britannique? 99 jours pour le voleur. Ça veut dire que... 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Pendant longtemps, ils nous ont intubés. Voilà. Ils ont tellement intubé l'Afrique. On a enterré des personnes gratuitement en Afrique à cause des médicaments. Lorsqu'il y a des erreurs médicales, c'est le pauvre médecin, on le dédouane. Lorsque c'est le marabout, le Kamsi, qui fait une posologie, on l'arrête, on va le garder, monsieur. Aujourd'hui, regardez le renversement de la situation. Le professeur Didier Raoult travaille avec des Africains. Avec des Africains. Les gens ont été surpris aujourd'hui de voir l'Italie rendre hommage à Floyd. Mais oui, vous oubliez qu'il y a quelques jours, c'est les gars de Cuba, les Africains de Cuba qui sont descendus sauver l'Italie par rapport au corona. C'était logique qu'ils se retrouvent. L'Afrique est en train de reprendre, monsieur Michel Ngachou. L'Afrique est en train de remonter. Ils vont s'embrouiller comme ça. C'est les abeilles que les Africains ont envoyées. Ils vont s'embrouiller comme ça. Pendant ce temps, vous revenez à l'essentiel. Vous avez les vers de terre, prenez les feuilles, les pépins de papayer, mâchez tranquillement, vous avalez. Vous souffrez de quelques indigections, constipation, vous prenez les pépins de pamplemousse, mangez. Vous allez voir, je vous assure, les pharmacies vont souffrir. Et Mbombo Mbengan, aujourd'hui, le regard de l'homme, comment on dit ça, le traditionnaliste que vous êtes, c'est bien évidemment de revenir, peut-être pour nous en Afrique, à nos valeurs africaines, ce que nous avons comme traitement, parce qu'au Cameroun, vous savez, il y a des traitements qui se font déjà du Covid-19. Oui, mais j'ai un pincement au cœur. La quasi-totalité des médecins camerounais que j'ai rencontrés ici ont tendance à dire, oui, solution grand-mère, solution grand-mère. Tous les disent, mais vous soignez par quoi? Ils sont incapables. Donc, voilà les gens occidentalisés qui refusent de réfléchir par eux-mêmes. Ils ont un laboratoire de recherche des plantes médicinales. Ils devraient travailler avec ces laboratoires-là. Est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui comment on soigne les démangeaisons quand ils appelaient les filaires? La notésine, notésine après mectisane. Ça va pas de non, je parle même de la notésine. Après mectisane, c'est un monté descendu. Après, non, il faut être sérieux. D'abord, il n'y a que des Africains qui peuvent avoir un bon protocole. Ici, comme on dit au quartier, c'est l'affaire en cap. Les gars là, c'est est-ce que les Africains sont protégés, Mbombo Mbengan? Mais ils doivent arracher la protection. Vous pensez de quoi? Le président Madagascar nous a donné la voix. Si le président de la Commission de l'Union africaine reste à faire vous êtes quand même conscient que c'est toute une mafia, Charles. Mais c'est une mafia. Nous l'avons dit, c'est une mafia. Et je vous dis, l'embrouillamini, ils sont embrouillés pourquoi? Comme les États-Unis avaient décidé de quitter, ils vont perdre donc beaucoup d'argent par rapport à ça. Et ils ont peur que les États-Unis qui encadraient cette mafia avec la Food and Drug Administration, ils risquent donc de perdre beaucoup de choses par rapport à ça, notamment quoi? Les singes qui sont les Africains où on venait faire les expérimentations. Voilà le vrai problème. Comment les singes là commencent à réfléchir. Et pourtant, nous avons décidé qu'ils ne réfléchiraient pas. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui. Il faut donc qu'on saisisse. C'est de la même manière qu'on a dit ici. Nous, les thérapeutes camerounais, nous avons dit d'accord, nous ne combattons plus. Comme le gouvernement a décidé de passer par Monseigneur Cléda, très bien, on va donc profiter de ça pour que, au moins, le protocole de Monseigneur Cléda soit validé par les autorités publiques et les autres vont venir. Pour revenir au Cameroun, le protocole du Monseigneur Cléda est validé, entre guillemets, même si on n'a pas encore dit officiellement. Non, après la rencontre qu'il a eue. Non, je veux dire, il bénéficie d'une tolérance administrative. Parce que, au moins, dans les hôpitaux catholiques, on ne peut pas intervenir. Monsieur Mbachou, il faut justement que les Camerounais restent vigilants. Mais est-ce que le gouvernement camerounais peut protéger ses chercheurs dans la phytothérapie? Monsieur Michel Ngachou, il a fallu que nous bavardions ici et que nous crions tous les jours pour que le premier ministère daigne inviter le docteur Tazan. Docteur Tazan Maurice. C'est hier que nous parlions ici, comment il est menacé. Donc on l'a convoqué aussi, que les gens sont en train de parler. Mais c'est ce que le gouvernement doit faire.
Qu'il vienne avec son protocole, qu'il dépose le protocole. On regarde son protocole. Où sont les traits de ressemblance avec celui du docteur Monseigneur Cléda? On regarde. On prend avec, je ne sais pas, docteur Jimmy. On regarde. On prend avec Charles Hobson. On regarde. Est-ce que si on assemble XY molécules, on les combine, est-ce qu'on peut avoir un résultat rapide? On regarde. Mais c'est comme ça qu'on évolue. Ou alors on est avec trois. On fait le paludisme avec le bimalaril, tout ce que vous avez, Coartem, tout. Il y a au moins ce. Mais dites-vous aujourd'hui que Dr Tazon, qui n'appartient peut-être pas à l'église catholique, qui n'est pas une institution, qui est un individu. Il n'a pas cette protection. Il n'a pas cette protection. Non. Nous sommes embrigadés par les accords de coopération. Mais il fait donc comment? Qu'il n'aille pas rencontrer le Premier ministre qui Non, va demander... si, nous voulons. Charles m'a dit il faut qu'on l'invite. On regarde aussi. On invite déjà. Charles Hobson. On regarde. On invite Ngono Bingono. On invite voilà, Niemmawa. On invite. Ça pouvait être l'occasion. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir dans les pharmacies au moins 8 possibilités de traiter le coronavirus? Vous avez vu combien d'antipaldiens? Bimalaril, Coartem, tout ce que vous avez là, vous citez. En tout cas, nous devons arriver à ceci, et là je parle sous le contrôle de Bombok, nous devons arriver à ceci que dans une pharmacie, on a 50% de produits synthétiques, 50% de produits naturels. Très bien. Ça veut dire qu'on arrive, on vous dit que vous avez le palu, ici on a le palamudine. De l'autre côté, nous avons le bimalaril. Vous choisissez. Ici, là, c'est 1000 francs. Là-bas, c'est 3000. Donnez-moi pour 1000 francs. Alors, nous restons bien sûr vigilants, madame, monsieur. Nous allons regarder l'évolution des phytothérapeutes au Cameroun et qui font un travail formidable. J'ai dit encore, le docteur Tazon a très peur d'aller rencontrer le Premier ministre. Il dit, est-ce qu'arriver là-bas, on ne va pas m'arrêter? Est-ce qu'arriver là-bas, on ne va pas Donc, lui aussi, il n'exagère pas. Oui, mais écoutez, lui aussi, il n'exagère pas. Même monsieur Michel Gatou, qui n'exagère pas. Tellement on a embrigadé les Camerounais qui se disent, mais je peux arriver là-bas. Dans tous les sujets d'arrestation. On me dit, monsieur, asseyez-vous ici, la chaise sur laquelle on est assis. Non, est bien protégée, on peut parler. Monsieur Michel Gatou, hier encore, j'étais là assis à discuter que mon téléphone sonne. On m'annonce que l'une de mes mamans a le Covid. Monsieur Michel Gatou, je commence à devenir con parce que je réfléchis, me demandant c'est où. Elle est à Yaoundé, elle va aller à l'hôpital central, elle doit faire comment? C'est là où je me souviens même qu'il y a des naturopathes. J'ai chiminé, est-ce que j'ai même encore... Vous voyez jusqu'où quelque chose vous est pas encore arrivé. Vous commencez à paniquer, monsieur Michel Gatou. J'en ai perdu déjà 2. Je dis encore, je vais perdre l'une de mes mamans. La cervelle commence à fonctionner. Or, si le gouvernement avait reçu tous ces gens et qu'on avait validé le protocole, qu'on avait donné les moyens, monsieur Michel Gatou, on dit à docteur Dimi, va à Garoua. On dit à docteur Tazo, va à l'Est. On dit à Monseigneur Cléda, couvre le littoral. Les autres, vous êtes Bengolan, couvre le centre. On met les moyens. Les gens ne vont pas être guéris. Très bien. On va justement sur ces dossiers ensemble, madame, monsieur. Allez, Karine Santier, certainement avec vous, on évolue parce qu'on a encore des choses à nous mettre sous la dent avec vous. On a encore des choses à nous mettre sur la dent ce matin. Alors, un dernier sujet avec vous, chers téléspectateurs. Ce qui nous intéresse encore ce matin, c'est surtout l'hydroxychloroquine dont nous avons déjà parlé ce matin, mais on vous proposera aussi une vidéo qui va peut-être vous faire rire parce que... Peut-être à la fin aussi, mais vous semblez bien vouloir nous parler de la réouverture des cliniques. Oui, la réouverture des cliniques qui aujourd'hui nous pousse encore à nous reposer la question, c'était d'abord quoi les raisons des fermetures, et puis sur la toile, les avis vont dans tous les sens et peut-être qu'on se dit que les hôpitaux sont trop pleins et il faut recevoir dans les cliniques. Est-ce qu'on peut quand même faire confiance aux cliniques de Dominique Audrey? On sait que les cliniques aujourd'hui, en ce qui concerne le traitement du coronavirus, même si le ministre est revenu en disant, bon d'accord, hier je vous ai fermé, alors est-ce que le ministre leur donnera les moyens nécessaires pour les aider vraiment à soigner le Covid-19? Bien sûr. Bien sûr, puisque l'idée vient de lui. S'il a pris sur lui de sélectionner un certain nombre de cliniques pour qu'on puisse ouvrir et recevoir des cas de Covid, je crois qu'il y aura un certain accompagnement, il y aura des missions de contrôle là-bas pour voir comment est-ce que ça se passe. Certainement, ils vont privatiser ces cliniques-là pour ne traiter que des cas de Covid. Donc oui, on ne peut pas émettre de jugement là-dessus tant qu'on n'a pas encore vu. Il faudrait qu'on voit comment ça se passe, l'implémentation sur le terrain, avant d'émettre des jugements. Et on va féliciter justement cette clinique. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, Salamel? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Nous avons mobilisé les stades et militaires et stades pour la construction des salles d'accueil des malades de Covid. Il n'y a pas de malades là-bas. On a dépensé des centaines de millions de francs CFA pour l'équipement. Ça sert à quoi? C'est vide. Et c'est vite.
Les 6 000 cas là sont... Non, je dis et c'est vide. Ces différents lieux sont vides. On a mobilisé un personnel qui touchait de l'argent dans ces différents espaces. On a pris des militaires qui devaient assurer la garde pour éviter que les gens ne s'en échappent. Mais dites-moi, monsieur Michel Ngachou, on a assez d'argent qu'on dépense comme ça? Et aujourd'hui, on autorise toutes les cliniques de pouvoir soigner. Est-ce qu'il y a une dérogation de... Ils ont choisi. Monsieur Michel Ngachou, c'est bien choisi. avant qu'on a échoué, il y a eu un échec à travers une politique de tâtonnement, comme le décrit tous les jours sur ce plateau. Bon. Sachez aussi que la clinique, elle est privée, donc, elle a des moyens privés, un plateau technique privé, ça va demander des coûts supplémentaires. Ne vous plaignez pas. Non, c'est pour ça que Dominique, moi je suis d'accord avec elle, elle parle d'accompagnement. Non, oui. Ça veut dire que le gouvernement doit savoir qu'il y a des charges personnelles, il y a effectivement le matériel qui coûte cher, il y a les impôts, il y a de tout. Maintenant, lorsque l'État, qui a la santé publique comme, j'allais dire, priorité, a délégué ses fonctions au privé, il doit l'accompagner. Sauf que... Il lui dit, bon, pour les impôts, je sais que vous payez votre personnel. Bon, pour les impôts, bon, voilà. Ou alors, vous continuez à payer les impôts, mais je vous donne des nombres de clients. Voilà la taxation que vous allez faire. Non, il faut qu'il y ait... Sauf que c'est les cliniques qui ont demandé, qui ont exigé, elles aussi soigner, c'est les cliniques. Ce n'est pas de manière volontaire. Il y a quand même eu l'ordre des médecins du Cameroun qui a plaidé pour la réouverture aussi de ces cliniques. Je ne dis pas non, je suis d'accord avec vous, mais je dis que c'est les cliniques qui, elles, demandaient en quoi est-ce qu'elles n'ont pas les capacités de pouvoir prendre en charge. On a dit quand vous pouvez prendre en charge, on vous donne. Mais les moyens, est-ce que les moyens... La santé publique, c'est le domaine régalien de l'État. Je suis d'accord. En acceptant qu'il y ait de privés et les confessionnels et les privés comme nous, il faut cet agrément. Et maintenant, il a dit, comme vous nous aidez à soigner Covid, le privé lui dit non, Ngomna. Mes factures, bon, tu vas accepter que les consultations chez moi c'est 15 000. Mais pourquoi d'abord décider non, ne prends pas les consultations à 15 000. Il va donc dire, je vais donc payer mon personnel comment. Merci mon bon. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on décide avant de penser à la mesure d'accompagnement. C'est la gouvernance par le bas ou par tâtonnement, je ne comprends pas. Parce que je sais quand même qu'avant de prendre une décision politique ou encore une décision aussi difficile que soit celle-ci ou encore délicate, on prend quand même les mesures. On sait que, ok, oui, mais là, dans vous parlez d'un pays normal. Bon, c'est pour ça que j'ai dit que ça veut dire qu'il y a trop de légèreté. Ça fait qu'il y a trop de légèreté dans la gestion de cette crise. Et ça se passe que depuis le mois de février, il y a eu trop de légèreté. On a d'abord dit que arrêtez l'école. Après avoir arrêté l'école, on a dit que d'abord fermez les bars. Après on dit non, ouvrez même d'abord un peu la porte. Donc le gouvernement fonctionne comme l'OMS que vous avez décrié tout à l'heure. Un pas en avant, un pas en arrière. Merci. Gardons le silence parce que Karine nous a fait savoir qu'il y avait un vidéogramme de sortie justement dans le cadre de cette émission ce matin, Karine. Oui, un vidéogramme que nous avons cherché pour vous. On a trouvé et récupéré pour vous sur la toile une femme qui arrête les pieds de quelqu'un qui monte sur un poteau. Maintenant, on veut se poser des questions. Est-ce que c'est un agent de l'entreprise qui nous distribue l'électricité ou alors c'est un câbleur distributeur? De toutes les façons, on vous permet de regarder l'image. On va certainement, on espère que tout se passera bien pour qu'on puisse regarder cette image-là. Certainement une image de sortie, mais montrer les réalités qu'on peut avoir dans nos différents quartiers, les guerres qui peuvent exister entre on va dire, les consommateurs et même des questions liées bien sûr à la facturation. Est-ce qu'on parle de l'image finalement? Non. Oh, voilà, ça, Mozambique. Ouais. Viens m'attendre. Sous ça, tu as un bec. Viens, il nous dit, à tout ça, il y a un bon comme tu es bien, il y a un bon sous ça. Sous ça, tu as un bec. Filmer ou filmer, tu as un bec. Sous ça, tu as un bec. Monsieur qui est samedi. C'est quelle histoire ça? Une facture de 60 poussières de 1000. On paye hier. On paye 100 poussières de 1000. Maintenant, on vient couper. À moi, il Soussou. Soussou.
Non, mais les gens se plaignent beaucoup de cette situation. Hein. Les factures qui montent beaucoup trop. Et je me rappelle que quelqu'un m'a dit récemment que si vous êtes à la maison et que vous avez laissé les enfants, si un agent de l'entreprise de distribution de l'électricité vient dans votre maison et essaye de toucher votre compteur, empêchez-le. Parce que on a l'impression que les factures montent parce qu'il y a un trafic sur les compteurs. Donc, c'est une situation qui est dans tous les ménages aujourd'hui. Certains ont même présenté des factures ici il y a un mois d'1 million de francs CFA, alors qu'avant, ces mêmes personnes consommaient en maximum 10 000 francs. On ne comprend pas comment est-ce qu'on est arrivé là en un mois. En tout cas, on va vous dire merci infiniment, madame, monsieur. Merci d'avoir pris le temps pendant cette semaine de nous regarder, de partager ceci avec nous. Dominique Audrey, votre week-end, vous le passerez bien? Vous ne nous invitez pas? Je serai à la radio si vous voulez. Demain, on se verra certainement. Bah ouais, on sera à la radio demain matin. Ouais, ouais, d'accord. Allez, Karine Santia, on se dit très bon week-end à vous également. Et profitez-en. Bon, Bengan, vous irez au village? Moi, vous posez la question. Ça vous vaut un bouc. Hein. Ah ben, allez, prenez du bon temps. Mais Charles Hamel, on sait également, le week-end se passera bien. On vous le souhaite véritablement. Merci à vous, merci à tous, madame, monsieur. Passez un excellent week-end dans l'intention de vous retrouver lundi avec le même plaisir lorsqu'il sera 10 h. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse notre pays, le Cameroun.